Et c'est ça le travail de fond qui est en train d'être fait. Et c'est pour ça que nous abordons les problèmes de toutes les régions. Parce que c'est comme ça que nous allons conscientiser les gens. De toutes les régions. Les problèmes d'eau, problèmes d'électricité, problèmes de route, tous les problèmes des jeunes. C'est comme ça que nous allons pouvoir mobiliser les populations. Parce que les gens sont à l'intérieur du pays, même dans certaines zones de Lomé, ils n'ont pas l'information. Donc, il faut leur apporter l'information et à partir de l'information, ils prennent conscience eux-mêmes de leur situation. C'est pour ça qu'on a des vidéos qui font 150 000 vues le lendemain, 100 000 vues le lendemain, sans compter d'autres sites. Et ça montre que nous sommes en train de toucher des cibles. Et c'est ça qui fait véritablement peur au régime, parce que cette sensibilisation de masse est une lame de fond qui traverse le pays du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et ça réveille les gens. Et c'est ce travail de fond qu'il faut faire véritablement pour préparer les Togolais à prendre leurs responsabilités demain. Donc, on ne vient pas seulement ici pour bavarder, on vient pour parler des problèmes des Togolais. C'est de cette manière-là que les Togolais prennent conscience qu'il y a des gens qui se préoccupent de leur situation. Depuis 2 heures de temps ou 3 heures de temps que je suis en live, je ne parle que des problèmes des Togolais. Et c'est le plus important pour moi. Les problèmes de manque d'eau, les problèmes d'injustice, de tricherie, c'est le problème des Togolais. Et c'est comme ça que nous allons sensibiliser les gens et les préparer à prendre leurs responsabilités. On va parler des voyages de fort. Je vais aller très rapidement. On va parler des voyages de fort. Juste les voyages du mois de janvier-février. Vous allez voir comment ils dépensent l'argent du pays. Et cet argent-là, vous allez voir là où il les prend. Alors, sur le mois de janvier, au mois de janvier, ça c'est un travail de ACG. Attends, je reviens de nos confrères qui ont fait, on traque les avions, qui font le résumé de ces voyages. Vous allez trouver ça sur la page un instant. De ACG FIC, ACG, oui, c'est ça. Vous allez voir sur la page, je vous ai dit la page là plusieurs fois, et qu'anime notre compatriote Titri, qui fait un travail phénoménal. Donc, vous allez voir que pendant le mois de janvier, Ford est sorti 19 fois. Il a bougé, bon, pas sorti, mais il a fait beaucoup de mouvements. Je peux vous résumer certains mouvements, vite fait. Le 1er janvier 2026, Lomé Niamtougou. 1er janvier, toujours 2026, Niamtougou Lomé. Le 2 janvier 2026, Lomé Milan. Le 3 janvier, Milan Lomé. Le 7 janvier, Lomé Niamtougou. Le 7 janvier, Niamtougou Lomé. Le 8 janvier, Lomé Niamtougou. Le 9 janvier, Niamtougou Lomé. Le 10 janvier, Niamtougou Lomé. Entre-temps, le 9 janvier, l'avion est parti à Libreville et est revenu à Niamtougou. Le 22 janvier, Lomé Niamtougou. Le 22 janvier, toujours, Niamtougou Lomé, Airbus A318, CJ, voilà. 23 janvier, Lomé Niamtougou, Airbus A318. 26 janvier, Niamtougou Lomé. 28 janvier, Lomé Kinshasa, il a pris d'assaut. C'est 4 500 € l'heure de vol. 4 500 € l'heure de vol. Lomé Kinshasa, ça fait 2h30 de vol. Donc il a payé 11 250 €. Le 28 janvier, Kinshasa Lomé, toujours à bord de Dassault. 29 janvier, Lomé Kigali, il est parti avec Airbus A318. Le 30 janvier, Kigali Bujumbura. Le 30 janvier, Bujumbura Niamtougou. Le 1er février, Niamtougou Lomé, Airbus. Le 2 février, Lomé Entebbe, c'est en Ouganda, Airbus A318. Le 3 février, Entebbe Lomé. Le 4 février, Lomé Niamtougou. Le 5 février, Niamtougou Milan, il est parti avec un bombardier. Le 7 février, Milan Florence, toujours en Italie, bombardier. Le 7 février, Florence Niamtougou, bombardier. Le 8 février, Niamtougou Luanda. Le 9 février, Luanda Niamtougou. ACG FIC. Voilà comment Fort Gnassingbé, en pratiquement un mois, il est sorti plus de 25 fois. Lomé Niamtougou, c'est devenu taxi-brousse. C'est-à-dire, il se lève, il va à Niamtougou, comme il va, on va à Déticopé, on va à Néron, on va à Palimé. Sachant que l'avion coûte excessivement cher. Quand il loue les appareils, c'est à lui, c'est pas à lui, je ne sais pas. Mais vous avez parfois, selon la distance, parfois c'est très cher. Certains vols, c'est 7 500 € l'heure. 7 500 € l'heure. S'il fait 3 heures, vous imaginez, en jet privé, 7 500 € l'heure. Parfois, ça va plus de ça, ça va jusqu'à 15 000 € l'heure, ça dépend de l'appareil. Moi, j'ai commencé par faire les articles sur les voyages de Ford depuis 2013. En 2013, déjà, quand je recensais les voyages de Ford, je faisais les articles dans l'alternative. Il arrive que parfois, certains voyages en Occident coûtent 350 millions. Un seul voyage. Un voyage de 3 ou 4 jours, ça peut coûter 350 millions. Et donc, comment on finance ces voyages? Quand il veut partir en voyage, on dit à SNPT, le président part en voyage, on a besoin de 500 millions. La SNPT envoie les 500 millions à la présidence. On prend les 500 millions, on va à la banque, on prend les devises. Généralement, c'est les 500 €. Parce que 500 €, c'est facile de mettre 1 milliard dans une valisette. Vous voyez? Donc, on va à la banque, on change l'argent en devises, on part avec. Le prochain voyage, on va dire à la Lonato, le président voyage, on a besoin de 300 millions. Lonato envoie les 300 millions. Le prochain voyage, on demande
à la Caisse nationale de sécurité sociale, on a besoin de 250 millions, on envoie l'argent. Le prochain voyage, on demande au port. Le président voyage, il a besoin de 500 millions, on envoie l'argent. Et voilà comment les sociétés tombent les unes après les autres. Voilà comment on prend l'argent sans aucun suivi et qu'on dépense de l'argent pour des inutilités. Vous avez les chefs d'État dans la région qui, eux, ont des résultats, mais qui voyagent peu. Vous avez des chefs d'État dans la région qui ne font même pas au sommet de l'UEMOA, ils envoient des ministres. Les sommets de la CEDEAO, ils envoient des ministres. Mais vous avez le nôtre, qui a le plus mauvais résultat dans la sous-région, qui n'a jamais réussi à faire une petite route, qui n'a jamais réussi à commencer une autoroute, qui a les hôpitaux les plus délabrés. Il est tout le temps en l'air. Lomé Niamtougou, c'est devenu juste taxi-brousse. Mais sachant que quand un avion décolle et qu'un avion atterrit, c'est beaucoup d'argent. D'abord le kérosène. Et quand vous êtes à l'extérieur, il y a les frais d'atterrissage, il y a les frais de décollage, il y a les frais de stationnement, il y a l'entretien, il y a l'assurance. Même les chefs d'État européens ne voyagent pas comme ça parce qu'ils savent que ça coûte cher à l'État. Mais Faure Gnassingbé, lui, il veut conquérir le record de Magellan. Encore que Magellan, lui, il prenait les caravelles, c'est-à-dire c'est les bateaux. Mais Faure, lui, il veut gagner le record de Magellan. Donc, pendant que les gens sont dans les villages, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route, les hôpitaux sont délabrés. Tout l'argent du pays est englouti dans les voyages inutiles qui ne rapportent absolument rien au pays. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Vous voulez qu'on n'en parle pas? Allez sur la page de nos amis et vous allez voir tout le travail formidable qu'ils font pour suivre les vols tous les jours, pour traquer les vols. Ah, c'est GFIF, pour traquer les vols. Pour traquer les vols tous les jours. Et ce n'est pas normal. Et il n'y a personne pour lui demander des comptes. Aucun Togolais n'a le droit de lui demander les comptes. Il gère le pays comme une propriété privée. Nous n'avons pas le droit de lui demander les comptes. Or, le pays, nous l'avons tous en héritage et en partage. Faure n'est que gestionnaire de la fortune publique. Qu'il soit élu, bien élu, mal élu, pour le moment, il n'est que gestionnaire de la fortune publique. Donc, nous avons l'obligation de lui demander des comptes. Et il a le devoir de nous rendre les comptes de la manière dont il gère le pays. Il ne peut pas gérer le pays comme bon le semble. Et ça, on ne lui dit pas ça suffisamment. On est trop gentil avec lui, on est trop, c'est pas. Mais moi je dis, c'est comme les gens disent oui, mais non, les gens disent oui, il faut être, non, il faut le dire avec le respect, mais il faut être dur avec ces gens-là. Les gens qui gouvernent le Togo, ils se comportent comme des bandits. Excusez-moi le terme, mais c'est la réalité. Quand on prend quelqu'un comme Omolou, on le met dans des lieux non conventionnels de détention, depuis 5 ans, sans jugement. Qui peut faire des choses comme ça? C'est des bandits qui font des choses comme ça. Quand on prend Madame Yakadé, on la met dans un lieu de détention où elle ne peut même pas sortir pour marcher. Quand on empêche les gens de rentrer dans leur pays, quand on arrête les gens, on les torture. C'est des bandits qui se comportent comme ça. Et donc, ces gens-là, il faut leur donner le langage qu'ils veulent écouter. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, quand ils me disent oui, tu parles avec les gens de M66, il faut leur dire d'être un peu. Je dis mais non. C'est au Togo où les gens font la politique, le politiquement correct. Ces gens-là, quand tu as un problème avec eux, la première chose qu'ils font, le jour où tu te rencontres, ils déposent une arme et des menottes sur la table. Toi, tu vas les mettre vides. Pourquoi ils ne vont pas te faire du mal? Pourquoi ils ne vont pas te faire du mal? Pourquoi? Des gens qui tuent les enfants, les élèves, enseignants d'outils cylindrés, qui refusent de faire des enquêtes, les gens qui se taisent sur le viol des femmes, les gens qui cautionnent le mal, la torture. Comment voulez-vous qu'on les qualifie? C'est des criminels? C'est des bandits? Les gens qui privent toute une génération, les jeunes, d'un cadre de vie, de bourse, de l'argent pour vivre. Imaginez comment les gens meurent au Togo. Moi, je vais sur TikTok, je vois beaucoup de jeunes qui meurent, 25 ans, 28 ans, 23 ans. Des fois, on le coupe au Togo. TikTok est devenu une page de l'écologie. Tu ne passes pas qu'une seconde sur TikTok quand tu ne vois pas l'annonce d'un décès. Les jeunes, les enfants, ils meurent partout. Pendant que eux, ils sont dans le miel total. Et vous voulez qu'on les caresse dans le dos de la cuillère? Des bandits sont des bandits. Et aux bandits, il faut tenir le langage des voyous. C'est ça la réalité. C'est quand vous faites le politiquement correct qu'ils sont là, vous dites non, non, ce sont des bandits. Ce sont des bandits. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que quand les jeunes qui sont aujourd'hui sur la scène politique, ils ne marchent pas leur mouvement, je les comprends. Je les comprends. Ils expriment la colère que sent le peuple. C'est cette colère-là qu'ils expriment. Si ces jeunes avaient les moyens de faire quelque chose, ils vont le faire. Donc, on est là. Il y a un seul individu qui prive tout le Togo de bonheur. Il clôture le pays, il met les barbelés partout. Il empêche les gens de se réunir. Il empêche les gens de se déplacer. Il saisit tout l'argent du pays. Il dépense l'argent comme il veut. Et vous voulez qu'on soit là, on le regarde. Il y a un farfelu qui a fait un commentaire. Il me dit, ouais, que vous là, vous allez mourir en exil. Je dis, oh, ça c'est un problème. Que oui, vous n'allez jamais rentrer au Togo, vous allez mourir en exil. Je dis, oh, et ça c'est un problème. Ali Bongo, gouverneur le Gabon, il n'est pas en exil aujourd'hui. Il y a des gens qui sont plus importants que nous qui sont morts en exil. Il y a des gens qui meurent dans les avions. Il y a des gens qui meurent dans les bateaux. Il y a des gens. Donc quand tu es dans ce combat, tu t'attends à tout. Mort en exil, c'est aussi une mort. La mort, on dit quoi? On peut mourir partout. On n'a rien à cirer de ça. Ils pensent qu'en nous disant ça, c'est pour nous dire, oui, non, on n'a rien à foutre. On peut mourir partout. À la limite, même quand tu meurs à l'extérieur, tu as peut-être même droit à un bon cimetière. Donc on s'en fout. Moi, j'ai passé 50 ans de ma vie au Togo. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur. Donc, il n'y a rien, à part le patriotisme, l'amour que j'ai pour mon pays, il n'y a rien qui m'oblige à m'inquiéter que si je ne vais pas au Togo, demain, je ne vais pas vivre. Il y a 193 pays dans le monde, je peux aller partout où je veux. Je peux venir au Bénin, je peux venir au Ghana. Je peux aller dans le monde entier pour découvrir d'autres choses. Donc, je ne le fais pas parce que, bon voilà, on le fait parce qu'on a honte de notre pays, on a honte de la gouvernance, on a honte des bêtises qui se passent au Togo. Non seulement vous avez confisqué le pouvoir, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez rien faire, vous ne développez rien, vous n'arrangez pas le cadre de vie, vous ne faites pas de route, vous ne construisez pas les marchés, rien.
Et vous voulez qu'on se taise, qu'on vous voit. Au moment où les frères des coups, on les torture, les frères des coups. Mais non, c'est des bandits qui font des choses comme ça. Et vous voulez que nous, on se lève et puis on leur parle avec gentillesse. On dit, ah ouais, son excellence, fort de pour nous, tu es le meilleur. Il va écouter ça de la bouche de qui? Quelqu'un qui est en train de compromettre l'avenir de tout un pays, de toute une jeunesse, des jeunes, des enfants. Et qui n'est pas prêt de quitter le pouvoir. Actuellement, Ford fait des projections sur 2045. Ça veut dire que jusqu'à 2045, il n'est pas prêt de quitter le pouvoir. En tout cas, s'il vit. Et il dit, bon, quoi. Non, quand je dis que tu peux même avoir droit à un bon cimetière, c'est une manière de parler, quoi. De toute façon, on va arriver un jour. Et j'espère qu'on va arriver un jour. Alors, je voulais rapidement, pour ceux qui sont encore là, et ça, c'est la partie intéressante de mon live, je vous ai parlé dans un de mes lives de comment les choses se sont passées dans les années 66, jusqu'à l'arrivée du pouvoir de Yadema. Je vous ai dit des choses. Et il y a beaucoup de choses que nous devons partager avec la génération suivante. Et il y a ce livre-là, comme je le dis, très intéressant, qui sont les mémoires des Nkodio. Il y a une mise à jour qui va se faire. C'est la première version, la première édition. Il y a quelques incorrections que la famille va revoir parce qu'il y a des documents qui sont totalement bruts, qui n'ont pas fait l'objet de choses qui a été publié. Et ce livre, depuis que j'ai commencé par le lire, j'avais mes propres appréhensions, mais je comprends beaucoup de choses. Et il y a des choses que moi, quand j'étais militant, j'ai vécu. Personnellement, je les retrouve dans ce livre. Il y a des témoignages que je retrouve dans ce livre. Et c'est ça qui est intéressant sur ce qui se passe au Togo, sur ce qui s'est passé au Togo. Et donc, je voudrais le recommander à ceux qui peuvent encore le lire. Mais je vais vous lire quelques bonnes feuilles le plus rapidement possible. Je voulais vous lire rapidement quelques bonnes feuilles le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Et alors, on va le partager ensemble rapidement. Hélène Kouadio parle de l'histoire de sa famille. Maintenant, il parle de ses racines politiques. Écoutez très bien. Dans les années 1950 jusqu'à 1957, y compris le contexte politique était agité. J'ai suivi les événements qui ont accompagné l'histoire du pays jusqu'à son indépendance. Je suis parti en novembre 1957 pour aller en France. Et moins de 6 mois plus tard, en avril 1958, nous étions pratiquement indépendants. Donc, je dis souvent que j'ai vécu tous ces événements. Mes camarades m'appelaient à l'époque à Bloréville. Parce que c'est dans ma maison que se passait tout ce qui existe de plus investi et authentique. Et authentiquement tourné vers l'indépendance de notre pays, le Togo. Dans 2 autres maisons, à Palo, Pégamé. À quelques 500 mètres de la mienne, se tenaient les meetings, les grands meetings. Des gens convergeaient de partout, à Palo, à Pégamé, où se retrouvait une seule foule. C'est une propriété des Anglois, qui sont en quelque sorte les premiers occupants de la ville de Lomé. Les Bais étant les possesseurs de Lomé, mais les Anglois venus d'Aplaou, Démou, Keta, Adafianou, Anglagan, Agnako, ont convergé vers Lomé. Une bonne partie de la ville de Lomé, le vieux Lomé, c'était un espace totalement anglois. On parle des familles comme les Kamekleux, les Apalo, les Forson, les Amédji. Et il y a aussi les métis, dont certains parents viennent d'ailleurs que la Gold Coast, les Amourins, les Amerdines, les De Souza, les descendants des Brésiliens, etc. Tout ça, là, avait récupéré une bonne partie de ce qu'est la ville de Lomé aujourd'hui. Le mouvement indépendantiste avait donc commencé quelques années plus tôt, dès la fin de la guerre, par le premier vote pour la députation de l'Assemblée territoriale. Je m'en souviens bien. Une campagne de fer relayée par nous autres gamins, charbon de bois ou à la craie, blanc vif. Nous écrivions sur les murs des quartiers Lomé, Akou, vive Akou. C'était devenu un vrai slogan. Akou l'avait emporté. L'ambiance était déjà lancée et tout ce que j'observais souvent comme les dérives de la politique togolaise était déjà contenu en herbe. Radicalisme, intolérance parfois. C'est peut-être trop négatif. Disons le peu de tolérance, le nationalisme outrancier. Tout cela était déjà en gestation. Le Togo, tout était déjà en herbe. Le caractère du Togolais n'a pas beaucoup changé en ces dernières années. Le Togolais est demeuré fondamentalement le même dans sa perception des hommes politiques et des situations. Le Togolais est demeuré entier, c'est-à-dire ça, c'est bon, on va avec, ça, ce n'est pas bon, on ne doit pas aller avec. Souvent, il n'y a pas de juste milieu, pas de compromis possible. Ce n'était pas déjà dans la nature du Togolais. Il nous faut travailler le compromis au Togo. C'est intéressant de remarquer cela. On devrait pouvoir un jour creuser cette posture sur le plan psychologique, cette attitude des Togolais. Je vous lis quelques bonnes feuilles. Hein. Les partis qui s'affirmaient à l'époque étaient le comité, le CUT, qui d'ailleurs était une création indirecte française. D'une certaine manière, la création en 1936 par le gouverneur Lucien Montagnier du groupe Amitié française, une association réunissant les notables togolais, fidèles et amis de la France, a conduit progressivement à bâtir et à consolider l'élite togolaise elle-même. Sylvanus Olympio a créé le CUT qui recouvrait 2 réalités unitaires. Dans l'esprit du gouverneur Luc Montagnier, l'unité togolaise, c'est l'unité du pays qu'il avait trouvé, un ravivement local de la STL, la Société des Nations, et du statut de la tutelle dévolue au Togo. Pour nous nationalistes, et pour les nationalistes eux-mêmes, unité, c'était toute unité des peuples du Togo, britannique, tout le long, du sud jusqu'au nord. Mais tout cela a évolué avec le temps, puisque les gens qui ont mené la lutte ont fini rapidement par entrer en clash avec Kwame Nkrumah. Je vous ai dit que Kwame Nkrumah et Sylvanus Olympio ne s'entendaient pas. Les gens m'ont insulté pour ça. Mais tout cela a évolué. Et ils se sont retrouvés plutôt du côté du Togo sous l'administration française. Sylvanus Olympio était aussi en total clash avec Nkrumah, qu'il n'appréciait pas l'idée d'un Togo uni
qui se fédérait avec le Ghana. La cause, Nkrumah ne voulait pas entendre parler de fédération. Cela faisait le jeu des Ashanti, le jeu du royaume Ashanti, qui ne voulait pas d'une Gold Coast qui soit un État fort et unitaire. Comme Nkrumah ne voulait pas d'une Gold Coast qui soit la fédération de différents clans et tribus. Il ne voulait vraiment pas d'une fédération qui garantissait le rôle des chefs traditionnels. Le pouvoir Ashanti a toujours été un pouvoir tourné autour de ses traditions et de ses chefferies, ce dont Nkrumah ne voulait pas du tout entendre parler. Nkrumah voulait un État unique, solide et centralisé. Il y a donc CUT et sa branche Juvanto qui va être créée au début des années 50, qui était conçue au départ comme une aile marchande et opérationnelle du CUT. La Juvanto est devenue un parti politique par la suite. Ce parti sera persécuté par le même CUT parce que le CUT est devenu aussi le parti porteur de l'unité togolaise. La force de la Juvanto, c'était la jeunesse. Les cadres togolais qui revenaient de France étaient favorables pour la plupart à la Juvanto. Il devait y avoir une vingtaine et quinzaine d'entre eux qui vont rallier le CUT pour renforcer le CUT. Beaucoup se disaient à l'époque que si on laisse les vieux là-bas, ils prendront des décisions et ils vont faire des choses qui ne seront pas agréables et nous ne pourrons rien pour les contrer. Il vaut mieux qu'on soit dedans pour les orienter un peu. Entre-temps, entre les deux partis, le CUT et la Juvanto, il y avait une forte osmose jusqu'à ce que les choses aient commencé à aller très mal. J'espère que vous suivez. J'espère que vous suivez. Je vous donne les bonnes feuilles. Notre quartier, voilà, une chose à mentionner, les forces de l'ordre avec les Blancs étaient rares. Les forces de l'ordre, c'était des Togolais, dont un fameux Abdou. Je n'oublie jamais son nom. Le jour où il a fait un accident, j'avoue qu'on était content. J'étais avec Ben Apalo, Papa Vie, devant notre portail. Abdou apparaissait sur sa grosse moto. Il terrorisait tout le monde. Il allait dans une rue, il revenait dans une autre. La moto des forces de sécurité était une grosse machine. Celle d'Abdou faisait un boucan de tonnerre. Et Ben Apalo me disait en effet, mon fils, tout ce qu'il a fait là, il va tomber un jour. On dirait qu'il lui a envoyé un mauvais sort. Abdou s'est retrouvé un jour au sol. Notre quartier était constamment bouclé. Dès qu'il y a une réunion à Abloré-Pégamé, le quartier était bouclé et notre maison était particulièrement visée. Les gens essayaient de faire de l'intimidation jusqu'à nos portes. C'est vrai que le commissaire de police, le patron de la police était un Français, mais je ne l'ai jamais vu dehors, sur le théâtre des opérations de menaces et d'intimidation. Ce sont nos compatriotes togolais qui étaient manipulés, qui effectuaient le travail dégueulasse, qui terrorisaient leurs concitoyens. Ils y avaient parfois des risques. Alors, ils emportaient les gens pour aller les enfermer. Les jeunes des partis, pas nous les petits gamins, étaient des gens décidés et intransigeants. Les jeunes n'a pas beaucoup changé, la jeunesse n'a pas beaucoup changé. Ils ne voulaient rien comprendre, ils étaient prêts à donner leur vie. Les gens se trompent parfois sur les Togolais. Les Togolais sont des gens qui ont fait preuve d'un courage incroyable et du sens de l'organisation souvent. Les nationalistes togolais étaient toujours au courant de tout ce que le colon voulait faire. On se demandait comment les informations filtraient pour arriver aux leaders. Ils étaient au courant de tout. En effet, les nationalistes togolais faisaient tout pour ne pas exposer la population. Mais souvent, ça ne se terminait pas bien. Des conflits à l'intérieur, des événements, des tueries comme des tueries de Vaughan, de Piaro sont arrivés au fur et à mesure. Les informations arrivaient dans la maison et nous commentions. Toujours dans notre rôle de soutien, des lettres qui étaient destinées à l'extérieur nous étaient confiées pour poster de l'autre côté à la frontière du Ghana. Nous, on ne se souciait pas trop de ce qu'une lettre contenait. C'était une mission et on sort la lettre du guidon. Donc, les vieux leur donnaient des lettres, ils mettaient dans les guidons de vélo, ils traversaient la frontière, ils allaient au Ghana et ils envoyaient la lettre. La lettre n'était pas toujours timbrée, alors qu'on mettait un timbre dessus et la lettre suivait son cours. Le guidon du vélo est facile à démonter et on passait la frontière du Ghana voisin très aisément avec le vélo. Personne ne contrôlait un bambin de 12 ans ou 14 ans qui passait la frontière, particulièrement Togo-Ghana vélo. On se disait rien, on n'était pas suspect. Je crois qu'en cette période, le contrôle était plus large qu'aujourd'hui. Personne ne te disait rien, puis parfois, personne ne t'oblige à passer devant les douaniers ou les agents de police des frontières. Tu rentres pas quand tu viens Copé, quartier voisin de la frontière du Ghana. À l'époque, tu rentres dans les filaos, d'autres arbres, tu traverses la frontière. Tenez, des années plus tard, bon, je laisse tomber tout ça. Il y a des parties, des bonnes feuilles que je vais vous lire. Je vais vous lire des parties assez intéressantes. Vous allez comprendre ce qui se passe. Notre indépendance le 27 avril 1960, c'était une pure formalité. Nous avions déjà gagné le 27 avril 1958 et j'ajoute toujours avant l'arrivée du pouvoir du général de Gaulle, puisque de Gaulle n'est arrivé au pouvoir qu'après la crise du 13 mai 1958 et les 13 complots du 13 mai. C'est important de le souligner. L'engagement politique en France. Et l'Improdio explique des choses que vous allez comprendre. Voilà, la création du parti unique. Voilà. Dès que je suis rentré de l'Europe, j'avais été présenté au chef de l'État. J'avais été sollicité par les camarades qui étaient sur le terrain à Lomé, particulièrement le groupe des intellectuels nationalistes qui ont milité à Jeune Togo ou à la FEANF en France et qui ont déjà pour la plupart milité dans les partis nationalistes comme la Juventus et le CUT. À l'époque, il était presque rarissime de trouver des gens qui soient dans d'autres formations, dans d'autres orientations que celles des nationalistes. Ces camarades avaient formé en quelque sorte un groupe informel. Ceux qui étaient en France comme moi, ceux qui étaient ici à Lomé comme les Nuvédor Alex, les Djobo Boukari, les Ekul Paulin, les Noé Koutoukli, les Guy Kwassigan et étaient déjà les ténors. À tout cela, il fallait ajouter les gens comme Pierre Adossama. On vivait en bonne entente et on espérait continuer d'une manière ou d'une autre le combat pour la construction du Togo, fort, même si Sylvanus Olympio avait été assassiné entre-temps. Et donc, ce groupe avait établi des liens, écoutez-moi très bien. Et donc, ce groupe avait établi des liens avec les militaires, notamment avec le lieutenant-colonel Etienne Nassibé et Adema, qui apparaissait au camp comme le véritable homme fort de l'armée, qui lui aussi était ouvert envers ces gens-là. Ce n'était pas une attitude faite, c'était une attitude qui était au départ tout à fait réelle. On vivait en bonne intelligence. C'était Guy Kwassigan qui était le grand maître des relations, qui était l'interface entre Eyadema Okan et le groupe des Nuvédor, des Bob Akitani et des Djobo Boukari et des Ekul Paulin. Ce groupe m'avait fait appel. Et je suis revenu d'ailleurs avec une constitution que j'avais rédigée à Paris lorsque les camarades m'avaient fait comprendre qu'il y aurait probablement une étape où on se retrouverait en comité constitutionnel pour écrire ou doter le pays d'une nouvelle constitution. Je me suis dit pourquoi pas.
comme je suis loin et que je ne fais rien de spécial pour le Togo, à l'époque, d'ailleurs, j'enseignais le droit, entre autres le droit constitutionnel. J'ai pris sur moi d'écrire cette constitution et dire que c'est Gilles-Christ Olympio. Écoutez, c'est Gilles-Christ Olympio qui se trouvait également à l'époque entre Londres et Paris, surtout à Londres qu'à Paris, qui avait été intéressé par cette idée d'écrire une nouvelle constitution et avait demandé à son beau-frère, Éric Amerdine, d'aller de temps en temps me voir pour savoir comment j'avançais dans mes études et dans la rédaction de la Constitution. Effectivement, j'habitais à l'époque à Thiers, dans la grande banlieue parisienne. Et Éric Amerdine venait une fois par mois ici pour lire ce que j'avais écrit. Et il faisait des observations. Il les faisait. Si je jugeais bon d'en tenir compte, on en tenait compte. En tout cas, notoirement, j'effectuais un travail d'intérêt national, autant pour les gens de l'extérieur que pour les Nivédors et les gens qui étaient au Togo. Parmi eux, il y avait également Noé Koutoupli. Je suis rentré tout de suite. J'ai été pris en charge par ce groupe-là. Donc, le groupe qui là, c'était plus beau. J'ai fait le tour de tous les camarades. J'ai été même jusqu'à Accra pour voir Maître Noé Koutoupli qui, à l'époque, lui commençait à avoir déjà des attitudes hostiles envers les militaires. Les militaires avaient aussi une certaine hostilité à l'égard de Noé Koutoupli qui ne se sentait plus en sécurité au Togo. Donc, il est parti rester à Accra. Dans ce groupe, qui m'avait pris en charge, mais en même temps, Eyadema savait que j'existais. Je rappelle qu'il m'avait même reçu lors d'un passage éclair que j'avais fait une première fois et qui n'avait pas eu d'issue parce que les camarades m'avaient dit non, Edouard, ce n'est pas le moment de rentrer. Vaut mieux que tu rentres, vaut mieux que tu ne rentres pas pour le moment parce que Bruniski était encore au pouvoir. Sa lutte avec Antoine Meati continuait de très belle. Il parle de Bruniski. Meati souhaitait que je devienne son conseiller personnel et particulier à la vice-présidence. Bruniski voulait que je devienne ministre. J'ai attendu en France à l'ORTF où heureusement j'ai trouvé du travail sans l'avoir jamais demandé. Je suis rentré après avoir vu Noé Koutoupli et Eyadema, mais aussi je suis rentré après avoir vu Noé Koutoupli et Eyadema, mais aussi m'avait à l'œil. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, les services, lui, avaient signalé depuis l'Europe que ce jeune était plein de talent et de compétences. Quand je suis venu une première fois, avant que les grands frères me demandaient de ne pas rentrer encore, il m'avait déjà reçu. J'avais été amené chez Eyadema, chez lui par Merlo Lawson, qui courtisait ma belle-sœur, la petite sœur de ma femme. Donc, il se considérait un peu comme beau-frère. C'est Merlo Lawson qui m'a amené chez lui, mais dès que Assila m'a vu, la situation s'est retournée tout de suite parce que Assila tenait à avoir le monopole. Vous savez, Assila, c'est un Assila, on ne discute pas avec lui. Ce sont des choses dont il veut avoir le monopole. Donc, Eyadema m'avait déjà vu et on avait déjà parlé ensemble. Il m'avait jaugé et moi aussi à ma manière. Et puis, j'étais reparti. Cette fois-ci, Eyadema m'a reçu et les choses ont commencé, les rapports ont commencé par suivre, mais malheureusement, je suis arrivé au moment où il y avait une brouille entre Guy Kwasigan et lui. Je ne savais pas ce qui fait l'objet de cette brouille. Et Eyadema m'a raconté que Guy Kwasigan ne voulait plus le fréquenter. Kwasigan prenait ses distances. Les deux étaient très, très liés. Et Eyadema ne comprenait pas ce qui se passait. La femme de Guy Kwasigan, inspectrice de trésor à la direction du trésor, devait être mise à la porte pour je ne sais quel ennui. Est-ce qu'on veut la licencier? Je n'en savais rien. Kwasigan est parti voir Eyadema qui, d'un seul coup de point de table, a réglé la question. La dame a repris son travail immédiatement. Et Eyadema, quand il te fait ces choses-là, il le garde en tête pour te le raconter un jour, et qui t'a fait ci, qui t'a fait ça. Il t'a fait cela avec toutes les précisions possibles. Il ne comprenait pas. Et Eyadema, il dit, tu comprends, je veux le nommer ministre des Affaires étrangères, il refuse. Tu te rends compte? Ça, il n'aime pas du tout. Ça, moi, je le saurai après. Je vous lis des pages. Je suis rentré 6 mois plus tard, et 9 mois même, je suis rentré en août 1967. Les événements décrits se sont passés en novembre 1966. Alors, pour les événements de 1966, je vous raconte rapidement. Ensuite, il dit, mais ce monsieur-là, il refuse et on va chercher un autre avocat pour que je le nomme ministre à sa place. Cet avocat en question, c'était Maître Dalmeda. Le doyen qui aussi n'a pas accepté le portefeuille. C'est parce qu'ils ont refusé que finalement, sur les conseils des Français, il y a des mains partis chercher Moulédé et une fois rentré dans le gouvernement, Moulédé ne sortira qu'à la retraite. De son côté, Guy Kwasigan et les autres camarades, et d'autres camarades, l'idée commençait pas à germer. C'est-à-dire qu'il va falloir sans doute dégager le système parce qu'ils ont conçu l'avènement des Eyadema que pour qu'on leur permette d'accéder au pouvoir dans les conditions démocratiques. Je vous ai expliqué ça. Ils ne voyaient pas Eyadema comme un instrument qu'ils devaient utiliser pour clarifier la situation peu à peu et prendre les rênes du pouvoir pour les nationalistes. Eyadema a-t-il été pris au jeu? Eyadema a-t-il été récupéré très rapidement par d'autres puissances? Toujours est-il que les camarades commençaient à sentir que le type-là n'est pas aussi maniable que ça. Et il n'était pas certainement ce qu'ils pensaient, qu'il pouvait leur permettre de prendre le pouvoir et de prendre la succession véritable de Sylvanus Olympio. Ce qui va mettre le feu aux poudres. Ça a été le 21 novembre 1966. À l'époque, j'étais encore à l'ORTF, dans la maison de l'information. Je n'étais pas au département de l'information, j'étais aux finances. Et pour y aller, de mon bureau au service, on traitait les informations. Il y a un couloir qu'il faut prendre. Alors, bon, on continue. Je vous lis des feuilles pour que vous compreniez ce qui se passe. Les événements décrits se sont passés en 1966. C'est pour expliquer le commencement des difficultés entre Eyadema, chef d'état-major, considéré longtemps par nos grands frères comme un bon officier nationaliste. Donc, vous voyez, le reliquat des nationalistes qui étaient du culte, qui ont fait le deal avec Eyadema, qui sont allés le chercher pour prendre le pouvoir, ils le considéraient comme un nationaliste. Au-delà du fait que Eyadema était trempé dans l'assassinat de Sylvanus Olympio. Je vous avais expliqué ça. Et donc, quand ils ont confié, ils ont dealé avec Eyadema, au fil du temps, ils se sont rendus compte que Eyadema n'était pas aussi maniable que ça et que ce monsieur ne va pas le laisser le pouvoir. Donc, c'est ce qu'il explique ici. Pour tout expliquer le commencement des difficultés entre Eyadema, chef d'état-major, considéré longtemps par nos grands frères. Donc, quand il parle de ses grands frères, il parle des Guy Kwasigan, des Toba Boukari, des Eklou, de tout ce que j'ai cité là.
comme un bon officier nationaliste capable d'être le piédestal sur lequel il peut vous monter pour prendre le pouvoir, et le groupe de ses grands frères dont l'interface était Guy Kwasigan. On comprend parfaitement que Kwasigan ait commencé à prendre un peu de recul par rapport à Yadema, et tous les autres aussi, puisque d'ailleurs, un peu plus tard, ils voudront démissionner du gouvernement, les trois ministres, Djobo Boukari, Ekul Poulet et le grand frère Alex Nivedor. Dans ce livre, j'ai toujours remarqué que Eden Kodjo a toujours appelé Nivedor le grand frère. Et je comprendrai plus tard pourquoi. Et donc, Yadema les a envoyés. Je ne vous ai pas nommé ensemble. Le jour où je voulais vous nommer, je ne vous ai pas demandé de venir ensemble. Vous êtes venus un à un. Alors, allez, repartez chez vous. Celui qui veut démissionner n'a qu'à venir me voir. Moi, je suis rentré dans cette période où encore apparemment, Alex Nivedor, les Djobo Boukari, qui était mon patron direct au ministère des Finances et de l'Économie, les Ekul Poulet étaient encore dans le gouvernement. Entre-temps, Yadema était devenu non seulement général, et puis le 14 avril 1967, il est devenu président. Dadjo et son comité de réconciliation n'a duré que 3 mois, de janvier à avril. Le 14 avril, les deux premières proclamations, écoutez très bien, le 14 avril, les deux premières proclamations qui ont servi longtemps d'acte constitutionnel pour le régime de Yadema ont été rédigées par Guy Kwasigan, le manifeste 1 et le manifeste 2. Ces deux proclamations ont duré jusqu'à ce que le Togo ait une constitution, un jour une constitution. Contrairement à ce qui se disait au Togo, à cette époque-là, le président Yadema, qui n'était pas encore président de la République, avait quand même des soutiens de l'intelligence togolaise. Je dirais 90% de l'intelligence togolaise. Quand il a formé son gouvernement, Mathilde l'expliquait plus tard, il avait le soutien des gens qui venaient le voir tout le temps et qui du jour au lendemain ne venaient plus le voir. Alors il a compris que c'est parce qu'il ne les a pas mis dans le gouvernement. Mais toute la classe politique intellectuelle pensait ainsi à l'époque, dans la mesure où il était l'homme qui détenait la force et que cette force pourrait être utile pour changer le cours de l'histoire du pays. La rupture viendra progressivement avec le temps et cela va nous poser des problèmes parce qu'à un certain moment, on ne savait plus s'il fallait aller avec les grands frères ou s'il fallait ne plus aller avec eux. Ils sont partis un à un. Il n'y avait que Mivedor qui soit resté. Mivedor est resté, et pour nous les jeunes, le vrai chef, c'était notre porte-flambeau, plus que les Koutoukoulis, Noé, plus que les Bob Akitani, plus que les Guy Kwasigan. C'était le grand frère Mivedor qui était là, la conscience absolue des jeunes cadres que nous étions, même que nous étions. Et je vous ai raconté l'histoire de Mivedor. Je vous ai dit que Mivedor, qui était nationaliste, qui ont amené beaucoup de projets auprès de Yadema, qui ont soutenu le plus longtemps possible le régime de Gnassingbé. C'est pour ça d'ailleurs que le régime de Gnassingbé sont restés toujours reconnaissants aux enfants de Mivedor. Et vous savez qu'il y a pratiquement 3 enfants de Mivedor qui sont aux affaires. Il y a celle qui était jusqu'à présent ministre, il y a son frère qui est le directeur de Togo Invest, et ils ont, je pense, une soeur ou une cousine qui est aussi dans un projet. Et qui est la femme de Mivedor. Je parle de, pour que vous ayez des alliances, je pense que Mivedor avait pour femme une certaine Aïva, donc la grande famille royale de Sokolé. Vous voyez les liens. Vous voyez les liens. Donc, on continue. Donc, Mivedor, quand il s'était agi de constituer cette histoire de parti unique, il y avait des comités qui ont été créés. Bon, je lis rapidement certains passages. L'idée de base du parti n'était pas un parti unique. Parce que moi, personnellement, je n'étais pas un adepte effréné du parti unique. Et Yadema et moi, à moins qu'il m'ait dupé, étions partisans du multipartisme. Et Yadema me disait, nous, Kodjo, nous allons faire notre parti. Ceux qui veulent venir avec nous viennent avec nous. Ceux qui ne veulent pas venir avec nous constituent leur propre parti et nous allons nous mesurer devant le peuple. Parce qu'à l'époque, Yadema était, comme il le disait, était convaincu qu'il était populaire. C'était sur ça que nous travaillons. Et quand on allait là-bas, c'est pour ça qu'on discutait. Ce sont des idées de diversité politique qu'on allait défendre. Des fois, il venait me déposer lui-même à la maison, il parle de Yadema. Et à cette époque-là, j'habitais à l'entrée de la rue du Stade de Lomé. Vous vous rappelez, là où le président Justin Aromadebe a été habité à un moment donné. Juste en face, il y avait une petite villa mignonne qu'on a cassée maintenant. De l'autre côté, il y avait la villa destinée aux 4 ministères. Les 4 ministères en question avaient leur villa là-bas. Les Malou, les Adosama et autres. J'habitais une petite villa à l'entrée. Le président Yadema venait me prendre et me déposer là-bas. Un beau jour, voilà qu'il m'appelle pour me dire, tu sais Kodjo, c'est nous qui avions raison, mais on ne peut pas faire les choses sans tenir compte des autres. Président, c'est quoi ça? Il dit, tu sais, cette histoire de parti, nous avons raison de dire qu'il faut au moins 2 partis, mais tes aînés ne sont pas d'accord. Donc, Kodjo estime que dans ces notes ici, que ce sont les grands frères qui ont suggéré l'idée du parti unique. Et ils parlent souvent de Mivedor. Ils me disent avec insistance que c'est dangereux 2 partis dans ce pays. Donc, Yadema dit, les frères aînés, donc les Mivedor, lui font savoir que c'est dangereux d'avoir 2 partis. Kodjo est trop jeune, il n'était pas là quand les adolescents frappaient les gens. Ça, c'est ce que les grands frères disaient. Les femmes que les grossesses coulaient. C'est l'expression de Yadema. Les grossesses coulaient. Les gens ne sont pas allés à ce point dans le pays pour qu'on fasse du multipartisme. Ça va être un désastre. Tu sais ce qu'on va faire? On va commencer par un parti unique et puis après, avec le temps, on va voir quand est-ce qu'on va ouvrir cela. Voilà les bases sur lesquelles je me suis engagé avec Yadema. On va d'abord créer le parti unique, puis avec le temps, on va ouvrir pour permettre à d'autres partis de se créer. Je ne savais pas quelle était l'échéance de ce qu'après. Je ne sais pas. J'ai insisté longtemps. J'ai dit, mais parti unique, monsieur le président. Parmi ces aînés, il y avait Diafaro Alilou, il y avait Alex Nivedor, le ministre des Affaires étrangères à Moulede. Qu'est-ce que tu pensais cela? Entre nous, je pensais qu'il y avait Focard. Je pensais honnêtement qu'il y avait, non pas Focard en personne, mais le système Focard. Parce que les Français redoutaient aussi le basculement de cette Afrique-là, à peine indépendance, à entrer dans le jeu des partis. Est-ce qu'ils ont eu tort? On a vu ce que ça donnait après 92-93. Les partis qu'on a constitués, les luttes intestines que nous avons eues, tout cela a fait perdre une bonne partie de nos chances. C'était la mode. Alors, peu après, il avait fait constituer un groupe qu'on appelait le groupe des 10. Ce groupe était constitué sur une base un peu fumeuse au départ, parce que Yadema était convaincu qu'il n'y aurait aucun problème au nord, mais au sud. Et il n'était pas rassuré totalement. Son groupe comprenait des sudistes et des nordistes sur une base d'égalité de 5. Au nord, le groupe comprenait Mama Zindina, Odou Samson,
Pascal, qui était au service du matériel, avec le vieux Brime, Emmanuel Birega, qui était le chef, le chef du fil supérieur de Naoudeba, d'Yantougou, Samo Porto, et le cinquième étant Henri Dogo. Au sud, il y avait Feu Louis Amigan, il y avait Gervais Djondo, Polycarpe Johnson et Kodjo Edouard. Concernant ce groupe, il faut signaler qu'il nous a un peu mis sous la supervision de James Assila. Quand nous sommes réunis pour la première fois, je me suis dit, ce groupe-là est composé de quelques politiques, j'allais dire politica de l'ancien temps, puis quelques jeunes cadres intellectuels. Et je me demandais comment on allait assaisonner tout ça. Toutes les questions d'État étaient discutées au sein de ce groupe. Alors, j'étais le plus jeune, mais c'était moi qu'ils écoutaient le plus. C'est moi qui envoyais souvent, souvent au front. Je suis allé voir toutes les anciennes personnalités du culte qui sont à Lomé. Et beaucoup ont accepté de nous rejoindre. La grande majorité. Certains sont allés jusqu'à dire, voilà, quelque chose comme ça. Tout simplement parce que j'ai vécu tout le temps, depuis l'école primaire jusqu'au bac, dans la maison de Ben Apalo, où se tenaient toutes les réunions décisives des nationalistes. Sylvanus Olympio même descendait là-bas. Et c'est moi qui lui prenait son vélo. Je le nettoyais. Quand il descendait après pour repartir, il était toujours content avec ses mots. Cet enfant-là, tu es bon. Il me connaissait tous. Les Polais à Pouité, les Freitas, les Santos, les Exxon. Tout ce monde-là. Abalo Fimel, lui, il m'a conservé d'ailleurs son amitié jusqu'à sa mort. Donc, c'est moi, dans la maison de Ben Apalo, qui entretenais les vélos des figures qui venaient à la réunion. Et j'allais jouer dans la maison de Sylvanus Olympio avec Elpidio Olympio, le fils de Sylvanus Olympio. Donc, quand je venais leur parler, ils disaient, mais celui-ci, c'est notre enfant. Cela a beaucoup joué. On a commencé à travailler le terrain. C'était pas simple parce que j'ai constaté que le culte était majoritaire et que sur cela qu'il fallait travailler. Il fallait convaincre les gens là pour que nous allons faire la paix. C'est le retour aux idéaux du nationalisme, du panafricanisme, du développement du Togo. Quand vous articulez bien, ils acceptent. D'où beaucoup sont devenus membres du parti sans être du bureau. Les gens comme les Nasr, le Libanais qui était un culte total, était devenu presque mon conseiller. Les gens le voyaient tout le temps sorti de chez moi. Le vieux Odonko, qui était membre du comité du culte, était secrétaire de notre cellule dans le quartier de Kokitine, Massalassi, en Agokome. Beaucoup étaient venus dans le parti par conviction. J'étais préoccupé par Lomé. On allait aussi à Palimé, à Tapamé. Nous avions deux voitures qui nous conduisaient, Amégan, La Clé et Django. Bon, je continue. Hein. Pour ceux qui sont là, il y a toujours de bonnes feuilles que je vais lire. Alors, le gouvernement de Yadema, ni Yadema lui-même, ni Assila, ni d'autres proches, ni Diafalo n'étaient membres du comité de réconciliation. Ils allaient comme en supervision aux différents conseils des ministres. Mais tout le monde s'attendait à ce que ce ne soit quelque chose de provisoire. Et 3 mois plus tard, pratiquement, le 14 avril 1967, Yadema refit un autre coup d'État à ses propres anciens coalitionnaires. Donc, Yadema est venu au pouvoir le 14 avril 1967 et non le 13 janvier 1967. Voilà les mensonges qu'on a mis du temps pour déconstruire. Il est devenu président de la République en étant lieutenant-colonel, toujours à cette époque. Dans ce gouvernement, les militaires ont pris position. James Assila était ministre de l'Intérieur, Alilou Diafalo était ministre de la Santé, Janvier Chango était ministre de la Justice. C'était essentiellement des ministres militaires au gouvernement. Il y avait des ministres civils, dont le ministre des Affaires étrangères qui était le grand frère Moulédé, les ministres des Travaux publics et des Transports et autres. Ce ministre indéfinissable était dévolu à Alex Nivedor. Assez curieusement, Djomo Boukari a pris le ministère de la Fonction publique et le ministère des Finances a été confié à Benoît Bédou. Et ce qui pourrait choquer les gens, ceux qui s'y connaissaient vraiment. Bédou était l'administrateur de la France d'outre-mer, il était à Dakar. Voilà. On continue. Je vous dis les bonnes feuilles. Hein. Alors, Edem Kojo parle des gens avec qui ils ont créé le parti et des gens qui ont tellement milité dans le RPT. Je vous dis ce qu'il dit par exemple de Gervais Djondo. On savait depuis longtemps, moi je le savais, que Gervais Djondo, celui qui a créé Askaï et tout ça, était dans les réseaux de Foka. Et à l'époque, il se disait même que Djondo était l'un des rares Africains à ne pas être chef d'État, à assister aux obsèques de Foka. Voilà ce que Edem Kojo dit ici. Et ce qu'il dit, ça corrobore un peu ce qu'on savait déjà. Djondo Gervais, c'est quelqu'un qui n'est pas un petit personnage, c'est un authentique bonhomme, si j'ose m'exprimer ainsi. Parce que c'est quelqu'un qui a aussi eu des débuts difficiles. Lui aussi n'était pas quelqu'un qui a commencé à faire des études primaires, secondaires, puis des études supérieures. Non, non, non. Gervais a eu aussi à trimer. Je crois qu'il était à un moment au Niger. À l'époque, il était proche de la Sawaba, de Djibo Bakari. Et puis il est rentré au Bercail. Il avait un petit travail au ministère des Affaires sociales. Mais Djondo n'est pas un homme à rester dans une situation médiocre. Il était hyper actif. Il avait des relations dans les milieux diplomatiques, notamment auprès de l'ambassade de France. Et à un certain moment, le bruit courait qu'il était l'homme de Foka. Mais le type ne disait rien sur ses rumeurs. Mais ce que je sais du personnage, c'est un monsieur extrêmement actif et intelligent parce que Gervais Djondo va quitter cette position de quelqu'un qui servait à la petite direction des affaires sociales et devenir rapidement chef de la circonscription administrative de Lomé, c'est-à-dire ce qui correspond à l'actuelle préfecture de Golfe. Et il résidait donc à Lomé, il était le préfet. C'est à cette époque que nous travaillons ensemble fortement pour la construction du parti unique. Et puis, surtout, Gervais est monté rapidement et est devenu directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. C'est à ce poste-là qu'il a étonné le monde par sa capacité à concevoir. Il était loin d'être médiocre. C'est quelqu'un qui vous dit que Gervais, si quelqu'un vous dit que Gervais n'a pas eu tel diplôme, vous direz que cette personne a peut-être raison. Mais en réalité, Gervais avait une intelligence pratique considérable et il est devenu directeur de la CNSS et il nous l'a fait voir tout simplement. C'est lui qui a conçu et réalisé la cité de la Caisse, la résidence où les barons sont là, qu'on appelle toujours aujourd'hui la Caisse, qui a donné son nom à tout un quartier dit la Caisse. Cela a été un pari auquel les gens ne croyaient pas beaucoup, mais il a réussi brillamment. Il s'est même proposé de réaliser d'autres tranches, mais il devra quitter le poste quelques temps après,
Puis, de proche en proche, il finira par devenir ministre de Yadema dans un de ses gouvernements. Ministre des sociétés d'État, portefeuille où il a géré la dénationalisation et la privatisation de plusieurs sociétés. De fil en aiguille, il va lui-même nouer des liens d'amitié avec les Nigérians de haute volée, comme Tif Fayemi Okum et surtout le chef Lawson, dont le nom sonne togolais, mais qui est nigérian. Ce chef Lawson, qui est milliardaire comme Fayemi Okum, c'est eux qui feront avec Gervais Diondo ce qu'on appelle aujourd'hui EcoBank. C'est particulièrement le chef Lawson qui a été le principal animateur de cette aventure financière, mais c'était des anglophones. Et si cette banque est basée ici, en pays francophone, c'est parce que Gervais Diondo était le principal animateur de ce projet. Il a eu à être pendant longtemps le président du conseil d'administration de cette entreprise. De la direction réelle, si la direction réelle a été plutôt entre les mains des Nigérians et des Ghanéens, Gervais a apporté une contribution essentielle à la création de cette banque et mérite réellement le respect de tout le monde, le respect de tout le monde là-dessus. Dans sa vieillesse, non content d'avoir fait tout cela, il s'est aussi attelé au lancement de Askai, ce qui n'est pas aussi évident que ça, avec l'appui technique de Ethiopian Airlines. La compagnie progresse et a de nombreux avions, de plus en plus d'avions qui sont pilotés de la manière éthiopienne. C'est pour vous dire que cet homme qui a été souvent critiqué est aussi un homme de qualité. Ce n'est pas par hasard que ces gens se sont retrouvés pour créer le RPT. Les gens les ont souvent sous-estimés, mais l'histoire les a remis à leur place. Des gens qui avaient des qualités intrinsèques. Mais Gervais Diondo avait la réputation malheureusement d'être un peu trop activiste, trop pro-RPT, trop favorable à Yadema, qui lui en fera voir de toutes les couleurs d'ailleurs. Son cheminement n'a pas toujours été rectiligne lui aussi. Gervais a beaucoup souffert à un moment donné. Il s'est confié à moi sur les compréhensions que Yadema, à partir d'un certain moment, a décidé de lui témoigner. Dans notre groupe des 10, il faisait office de celui qui rapportait un certain nombre de choses à Yadema, fondées comme non fondées. Toujours est-il que l'opinion lui a bâti une réputation d'homme de la France, d'homme des services secrets et des réseaux français. Nous-mêmes, nous l'appelions entre nous à voix basse Focard. On l'appelait Fouc, c'est-à-dire Focard. Ça, c'est le témoignage sur Gervais Diondo. Et moi, qui suis journaliste, je savais depuis, par un certain nombre de choses, qu'il était, il était dans ces réseaux Focard. Alors, l'animation politique au Togo, c'était un peu avant Salakawa, mais surtout après Salakawa. J'étais secrétaire général. Ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas encore l'animation politique. L'animation a été essentiellement acclimatée par Yao Kunale Ekro, parce que le secrétaire général a été remplacé par le secrétaire administratif et Ekro a été nommé secrétaire administratif. C'est lui qui a commencé à insuffler l'affaire de l'animation avec Jokos Amado. Il était même allé faire une sorte de stage au Zaïre. On a amené à un moment donné tout un contingent de jeunes dames, de jeunes gars là-bas au Zaïre pour participer à des concours et apprendre aussi l'animation. Cela a été une des voies de perdition du parti unique. L'animation nous a permis de retrouver quelques beaux chants, quelques belles danses de notre folklore, mais cela impliquait des entraînements, des désertions dans les services, des perversions, même sexuelles. On ne peut pas être très positif vis-à-vis de l'animation, même si Mobutu l'intégrait dans son vaste concept d'authenticité. Les résultats de l'animation sur le terrain au Togo n'ont pas été très fameux. Donc, quand je parle de Amados Dioko, je vous ai dit que Amados Dioko, qui était déjà avec les Israéliens, qui a joué cette histoire d'animation politique, je ne sais pas, il a un de ses parents qui est à la Cour constitutionnelle, qui valide les élections frauduleuses. Et ce parent-là, qui est à la Cour constitutionnelle, a son fils aujourd'hui magistrat, celui qui est à la Cour constitutionnelle a son fils magistrat. Mais ce qui est intéressant, c'est que celui qui est à la Cour constitutionnelle, donc Amados Dioko, c'est l'oncle de Carlita Amorin. Carlita Amorin, c'est l'une des femmes de Fort Gnassingbé. Et donc, la mère de Carlita Amorin, elle est Amados Dioko. Vous voyez? Et donc, cet Amados Dioko est à la Cour constitutionnelle. Et donc, Amados Dioko est à la Cour constitutionnelle, mais, comment appelle-t-on? Et la soeur, il y a une autre soeur de Carlita, qui est aussi la femme du président de la Cour des comptes, M. Edo. Donc, Fort et M. Edo, qui est à la Cour des comptes, ont pris des femmes dans les mêmes maisons. Vous voyez les liens? Vous voyez les liens? Donc, voilà des choses qu'il faut savoir au Togo. Donc, vous avez Carlita Amorin, qui est de la grande famille Amorin, qui est la femme de Fort Gnassingbé. Sa mère est Amados Dioko de Badia. Et donc, le frère de l'oncle de Carlita est à la Cour constitutionnelle. Même quand Assouma est décédé, c'est lui qui présidait encore un peu la Cour constitutionnelle. Et ce Amados Dioko qui est à la Cour constitutionnelle, son fils est magistrat. Et donc, il y a l'autre sœur de Carlita qui est la seconde épouse du président de la Cour des comptes, M. Edo. Donc, Fort et M. Edo ont pris des femmes dans la même maison. Alors, et donc, je parle ici de la mort de Gaston Nyehou. Gaston Nyehou, qui est le beau de Yadema, le grand frère à sa femme, Madame Badanyaki. Alors, je vais en mission en France, j'apprends qu'on a poursuivi dans les rues, un soir, dans les rues de Lomé, le propre beau-frère du chef de l'État. Avec sa femme à côté, on a tiré sur sa voiture. Que le type n'a pas été atteint. Il a réussi à sortir de la voiture, il a couru pour escalader un mur, on lui tire dessus. Il tombe, mais n'est pas mort. Il fait le mort. Le type qui lui a tiré dessus s'approche, dit quelque chose en cabier. Il comprend. C'était ça la cause de sa mort. Après, on l'amène à l'hôpital. Les mêmes types se présentent en blouse comme des infirmiers, mais avant, sous le coup des armes à feu. Et devant la maman de Gaston Nyehou, il tire sur le monsieur et la cheveux à l'hôpital. Quand j'ai eu ces détails-là, j'étais hors de moi. Quand je suis revenu de la France à Lomé, je n'ai pas demandé à voir Yadema, j'ai demandé à voir le grand frère Joachim Boulindé. Je lui ai dit, mais écoute, grand frère, tu es pasteur, non? Comment est-ce que tu peux accepter quelque chose comme ça? Ce qui est arrivé au beau-frère du président, tu crois que c'est acceptable? Il est répliqua, Edouard, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Nous sommes des chrétiens. Il y a des choses comme ça, on ne dit rien. Tout ça, moi, je vais aller le voir et lui dire ce que je pense.
Et tu vois, mon coucou, Mbayi, Afi, interpella Joachim Omlédé. Et quand je suis allé voir Yadema, il me dit, viens, je l'ai suivi. Il fait le tour de la place du rassemblement qui est devant son bureau au camp militaire. Il avait l'habitude de faire ça quelques fois. Je lui rends compte de ce qui m'a amené en mission en France. Il me dit, c'est très bien. C'est fini? Je dis oui. Monsieur le Président, c'est fini, mais il y a un problème. Je voulais vous parler. Monsieur le Président, j'étais à Paris, j'ai appris qu'on a assassiné votre beau-frère. Je pense que c'est quelque chose qui est inacceptable sur laquelle on doit faire la lumière. Parce que nous passons notre temps à dire à l'extérieur que ce régime a pacifié notre pays. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle voie. Quand les gens vont apprendre que le propre beau-frère du chef de l'État a été assassiné, qu'on lui a tiré dessus, il n'est pas mort, on l'a mené à l'hôpital et des infirmiers bizarres sont parvenus à lui tirer dessus et le tuer, alors qu'on sait que ce sont des gens de l'armée, monsieur le Président, c'est pas acceptable. Et Adema reprend la parole. Quoi? De quoi tu te mêles? Tu connais où? Monsieur le Président, oui, je le connais. En décembre dernier, nous avons passé ensemble la fête du 31 décembre à la même table. Nous avons dansé ensemble. Je le connais très bien, Gaston Yehou. Tu sais ce qu'il a dit de toi? Tu sais ce qu'il a dit quand tu as fait le budget là? Il a embêté tout le monde ici pour dire que ce budget était artificiel. Tu sais cela? Monsieur le Président, je suis désolé. Yehou n'était pas à la hauteur de parler des finances. C'est moi qui suis ministre et je sais ce qu'est un budget. Ce qu'il dit, ça le concerne. Mais tout ça ne change rien. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas le laisser comme ça. On ne peut pas tolérer ça. Il me lance ça. Mais toi là, tu es vraiment naïf. Hein? Tu sais que quand nous nationalisions les phosphates, tu sais ce qu'il a fait lui, ce qu'il faisait lui, il parle de Yehou. Il était de mèche avec nos adversaires. Ils lui ont proposé de l'argent. Tu le sais toi? Je dis, je ne le sais pas. S'il a fait ça, il a très mal agi. Mais ça ne veut pas dire qu'il fallait l'éliminer comme on l'a éliminé. Fous-moi la paix, dégage ici, fous-moi la paix, cria le président et je suis parti. Bref. Alors, accident de Sarakawa. J'étais en pleine réunion à Abidjan, une réunion de la BCAO parce que les Français venaient encore de procéder à une manipulation monétaire dans la zone. Un certain nombre de cadres que nous étions furieux, nous étions mécontents. Quand on est arrivé au conseil des ministres de la BCAO, on a exigé qu'on ait une session spéciale du conseil d'administration de la BCAO sur le sujet. On a eu tort de l'avoir convoqué à Abidjan, qu'en réalité, le vieux ne voulait pas entendre parler de cette réunion du tout. Le vieux s'est refroidi. On était là quand le téléphone sonna. Quelqu'un du secrétariat vient et me dit qu'on me demandait au téléphone. Je prends le téléphone et c'est Émile Eti, mon secrétaire général du ministère des Finances et de l'économie, qui me souffla. Monsieur le ministre, les choses vont très mal ici. L'avion du président est tombé hier et je crois qu'il faut rentrer aussitôt que vous pouvez si possible sur le champ. Et comment il va? Il m'indiqua qu'on ne sait pas encore bien. Je bondis tout de suite. Je pris des dispositions pour rentrer par le plus court chemin, c'est-à-dire par Accra. Il n'y avait aucun vol à Abidjan-Lomé ce jour-là. Je demandais à mon secrétaire général de me faire venir une voiture à Accra. Je rentrais précipitamment en faisant le long trajet par la route. Je débarque à Lomé. Je commençais à m'informer quand le téléphone sonna chez moi et Adema lui-même. Alors, déjà, cela me rassure. Il n'est pas mort. Monsieur le Président, vous allez bien? C'est ma question. Oui, Kodo, ça va. Il y a Gouan qui envoie son ministre pour m'apporter un message. Tu vas le conduire ici jusqu'à moi. Ma femme et des amis à moi étaient dans la salle à manger à table. J'étais avec eux quand le téléphone a sonné. Quand je reviens, je dis à ma femme, tu sais, je vais aller à Accra demain. Parce que Yadema avait ajouté qu'il y a un deuxième avion DC, toi, qui est là disponible, qui peut m'amener. Quand j'ai dit ça, quand j'ai dit à ma femme, je vais à Accra demain, elle sursauta. Toi, tu viens de rentrer. Et tu vas aller quoi à Accra? Tu vas aller faire quoi à Accra demain? Et comment vous allez là-bas? Je vais prendre le deuxième DC, toi, l'avion. Lui affirmai-je, elle sursauta de plus belle. Quoi, tu es malade? Tu es fou? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas prendre ça pourquoi? Tous les gens qui étaient autour de la table étaient d'accord avec elle. L'histoire d'avion, il faut laisser tomber. Il faut aller en voiture, insistait-il collégialement. Mais vous pensez que les deux avions vont tomber sur le coup? Les DC-3 sont des avions solides, ce fut ma réponse. Et Yadema m'avait dit d'amener Kounal Eklo. C'était un moment important. Quand Kounal Eklo a quitté Yadema, c'était pour aller directement au Zaïre. Et là, il est parti mettre le paquet sur l'animation politique. Mais parce que l'animation, après Sarakawa, a pris une autre dimension. Donc j'appelle Eklo. Et il dit, vous allez là-bas comment? Le président me demande qu'on prenne les DC-3. L'informai-je? Jamais. Je vais jamais prendre. Moi, je vais prendre la route. Je le ferai. Ah bon? C'est comme ça que tu es courageux, toi? Chaque fois que tu fais des discours en disant je suis soldat, je fais l'animation, tu racontes des histoires. Et là, pour la première difficulté, tu dis que tu vas prendre la route. Tu as peur de prendre l'avion. Donc, Ekolo était furieux. Le lendemain, il arrive bien grisé. Il avait bien bu. Quand on est rentré dans ce malheureux DC-3, il a encore bu du champagne. Et il était complètement ivre. De l'Omer Kara, ce n'est rien du tout. À peine 30-35 minutes. Ce qui s'est passé à Sarakawa, c'était tout simplement une surcharge de la DC-3. Dans l'avion accidenté, Aniko Palako, connu sous le nom de De Gaulle, un des camps de Yadema n'avait pas de place assise. Je l'avais dit dans un de mes lives. Bertrand Delair, le conseiller militaire non plus. Il était pour Niéménia. Ils sont tous morts. Ceux-là avec le commandant Jean Catin. Mais ce qu'on a inventé après en disant que Sarakawa, Megneto, et tout ça, c'était de l'utilisation très intelligente d'un événement donné en nature politique. Et Yadema l'a réussi parce que le Togo était embarqué dans cette affaire avec une grande compassion pour les victimes. Quand Yadema est revenu pour annoncer que maintenant, on prend 51%, ils n'ont pas voulu, mais on prend tout. Ça a été la folie. Yadema n'avait jamais été aussi populaire. Bon, enfin. Alors, je vais vous lire les dernières feuilles. Je reviendrai là-dessus. Vous savez, j'étais parmi les jeunes en 2002 qui étaient avec Agbouibo quand Agbouibo avait des problèmes avec Agbouibo. Quand Agbouibo était assigné au tribunal par Agbouibo. Donc, pour nous, les leaders à l'époque, indépendamment de leur parti, tous les jeunes étaient ensemble. Donc, on était ensemble, on militait ensemble, on faisait des réunions ensemble. Et on allait au secours des leaders ensemble. Donc, il y a des gens comme Thomas Choukoué, Ildefonse Akpaki, Carlos de Medeiros, son âme. Donc, tous ces gens-là, on allait ensemble dans les manifestations. Et quand Agbouibo avait des problèmes, on accompagnait Agbouibo au tribunal. Et chaque matin, soit on allait chez lui à la maison, à côté de Diakopé, ou on allait chez lui au cabinet, et on formait une espèce de cortège pour l'amener au tribunal. Et à la fin de l'audience, on le ramenait à la maison.
Et on prenait les rues comme ça sans autorisation. Et quand on vient à la maison, chez lui, il y a copié là-bas, on restait à l'étage, sur la terrasse là-bas, et il nous faisait servir du déra et tout ça. Et il nous servait du déra. Il avait, si mes souvenirs sont bons, il avait un de ces garçons de pouce qu'on appelait Sotaou. Et quand on arrivait, il criait sur lui, il disait il faut qu'il amène le déra. Et on buvait du déra et puis on rentrait à la maison. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait le tour jusqu'à ce que Agbouba a été jugé, condamné, il a été arrêté. Entre-temps, Agbouba a fait passer un message comme quoi lui n'en était pour rien et que c'est Yadema qui voulait régler ses comptes à Agbouba. Mais Agbouba aussi était convaincu que Agbouba était un instrument qu'on utilisait contre lui et tout ça, c'était aussi la bataille du Yoto. Et donc, quand Agbouba a été arrêté, quelques mois plus tard, je pense 2 ou 3 mois plus tard, il y a des leaders qui ont fait une réunion pour aller voir Yadema pour lui demander de libérer Agbouba parce que Agbouba était dans un état un peu difficile en prison. Et je me rappelle qu'on avait eu vent en tant que jeune de cette réunion-là, des leaders qui sont allés voir Yadema. Et Yadema avait refusé, avait mis ses barons, ses généraux qui étaient là. Les leaders aussi étaient allés dans une posture conflictuelle. Donc la réunion s'est mal passée. Et après, Agbouba a demandé à Edem Kodjo de venir le voir en prison. Et Edem Kodjo a fait les démarches. Et les démarches ont après abouti à la libération d'Agbouba. On avait eu vent de ça. Donc, courant 2010, j'avais été envoyé pour voir un certain nombre de leaders, pour transmettre un message à un certain nombre de leaders, pour aller en France pour faire une réunion qui a abouti à la création du FRAC. C'est moi qui ai servi de messager à tous ces leaders qui sont partis, en tout cas la plupart. Donc, je suis allé voir Agbouba à son cabinet et on s'est vu. Agbouba, c'est quelqu'un de, vous savez, c'est quelqu'un de très intelligent qui a toujours une idée d'avance sur son interlocuteur d'en face, mais qui n'est pas vraiment rancunier. Tu peux le critiquer, il peut être fâché, mais demain, il peut encore t'appeler s'il a besoin de toi. Donc, on s'est vu à son cabinet, je lui ai passé le message qu'il devait aller à Paris et tout ça. Il n'était pas très chaud. Il a dit, bon, tout ça là, il ne comprend rien, mais il va aller quand même. Et avant de partir, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais maître, j'ai quelque chose à vous demander. Il y a 2 choses que j'ai demandé à Agbouba et j'ai eu mes réponses. L'affaire du Gabon avec le père Bongo et cette affaire d'Edem Kodjo. Je lui ai dit, mais est-ce que Edem Kodjo a joué un rôle dans votre libération quand vous étiez en prison? Nous étions les jeunes qui étions avec vous pendant tous ces moments agités, mais est-ce que Edem Kodjo, parce que les deux étaient connus comme ils ne s'attendaient pas, est-ce qu'il a joué un rôle? Agbouba a gratté sa tête, il dit, oh, il m'appelle pour dire, c'est quoi encore cette histoire? Il dit, non, répondez-moi. Il dit, oui, c'est passé quelque chose comme ça. Il dit, ah bon? Il dit, mais pourquoi, quand vous avez été libéré, et vous avez remercié tout le monde quand on était ici, vous ne l'avez pas remercié? Il dit, ah, ça c'est la politique. Il ne peut pas le dire publiquement parce que s'il le disait, ces militants allaient dire, ah, mais vous vous entendez quand même. Et donc, c'était pas quand même politiquement, c'était pas donné, quoi. Et donc, il y avait cette version qu'on avait déjà. Mais, quand on le dit ici, il le dit ici, dans ses relations avec Agbouba. Il dit, plus tard, bon, il parle de ses problèmes avec Agbouba, et maintenant, il dit comment il est intervenu pour l'aider. Il dit, plus tard, avec Kodjo, mais pas avec Agbouba. Et plus tard, beaucoup plus tard, quand Maître Agbouba sera emprisonné, dans le cadre d'un bras de fer judiciaire avec le PM Agbouba Kodjo, j'allais le visiter. Je le voyais en état piteux, donc en prison. Il commençait pas à développer la gale. Il se grattait tout le temps. Cela me faisait pitié. Je trouvais que ce n'était pas bien. Et c'était lui-même qui me suggéra un jour de l'aider à sortir de là, en utilisant mes relations. Et mes relations nationales et internationales. J'irai exposer le problème devant le comité de l'opposition. Il y avait tous les leaders de l'opposition qui assistaient régulièrement à ces réunions. Je leur ai déclaré, mais notre confrère Agbouba est dans un piteux état. Il faudrait peut-être que nous fassions une démarche auprès de Yadema pour sa libération. Cela a donné lieu à un débat, comme d'habitude, assez hargneux. Au bout du compte, Zarifou Aïeva proposa une délégation pour aller rencontrer Yadema avec Messan Dinevi en tête. On ne me mit pas dans la délégation. Moi qui avais fait la suggestion. Ils vont. Pardon, un instant. Je vais mettre un peu de. Un instant. Voilà, s'il vous plaît. Ils vont. Voilà. On ne me mit pas dans la délégation, moi qui avais fait la suggestion. Ils vont à la présidence et ce fut du vinaigre. Cela a été une séance houleuse à l'OB 2. Les membres de cette délégation se sont fait insulter par les Natchaba, les Memen, les Nyofam, qui ne toléraient pas la façon dont Ninevi s'était exprimé devant le chef de l'État. On avait eu vent, on était jeunes à l'époque de cette rencontre. Les membres de la délégation seront renvoyés. Quand Maître Agbouba a pris cela en prison, dès que je suis arrivé un autre jour pour le visiter, il questionna. Comment as-tu pu laisser ces gens-là aller à l'OB 2 sans toi? Ils ne m'ont pas choisi. C'est moi qui ai ramené le sujet, mais ils ne m'ont pas choisi. Retorquai-je. Mais Agbouba répliqua, non, ces gens-là veulent ma mort. Il faut que tu ailles toi-même voir Eyadema pour lui demander ma libération. Connaissant Maître Agbouba, je lui ai dit que c'est quelque chose que je peux faire à condition que tu en parles à tes gars, notamment ton vice-président. Et que ton vice-président m'appelle pour me confirmer qu'effectivement, tu as demandé cela. Je ne voulais plus m'exposer à une situation dans laquelle on viendrait me dire, moi, je n'ai jamais rien demandé à Kodjo, c'est lui-même qui est parti là-bas. Ainsi, le soir de ma visite à la prison chez Agbouba, c'est Maître Gaoul Ebor qui m'appela. Grand frère, comment ça va? Apollinaire m'a parlé tout à l'heure. Je t'en prie, il faut que tu prennes ce dossier en main. Je le calmais. Georges, ça va, on va s'en occuper. Et je suis parti voir Eyadema, comme convenu. Quand je l'ai soumis la requête à Eyadema, il n'en revenait pas. On est tombé en temps de carême, on était en temps de carême. Pascal, chez nous les catholiques, j'ai imploré en substance. Monsieur le Président, je suis venu vous voir pour vous demander la libération de Maître Agbouba parce que l'état dans lequel il se trouve est très précaire. Il ne faudrait pas que quelque chose lui arrive. Si il lui arrive quelque chose, vous en serez responsable. Je pense qu'il faut tout faire pour l'élargir. Il me regardait bouche bée. Quand j'ai fini de parler, il me dit ceci. C'est toi, Kodjo, qui vient me demander à moi de libérer
Agbouibo, après tout ce qu'il t'a fait, après tout ce qu'il a fait à moi-même, je répliquais froidement, Monsieur le Président, nous sommes en carême, je suis chrétien. Et dans les écritures du carême, il est dit que le jeûne que je préfère, c'est la libération des gens qui sont tous sous le joug de l'oppression. Je lui avais cité des passages de Isaïe. Il me regarda bouche bée et renforçant ses propos à cette terre. Tu sais qui est Agbouibo? C'est à ce moment qu'il se mettra à me parler de Maître Agbouibo, des détails de leur découverte, comment il a prouvé, comment il a aidé, tout ce qu'il a fait pour lui. Il lui a donné toutes les sociétés d'État comme avocat. Cela lui assurait beaucoup de rentrées d'argent. Et voilà qu'il se mit à le tromper. À l'occasion, le président Eyadema raconta ceci sur Maître Agbouibo. Il sortit tout un dossier sur lui. En fait, quand il lui finit, je lui répétais, Monsieur le Président, cela ne fait rien, il faut le libérer quand même. Au bout de nos échanges, il me confia qu'il allait en visite à Paris et me demandait de revenir le voir à son retour. En quittant la présidence, j'avais le sentiment d'avoir marqué un point. Le jour où j'ai appris qu'il était rentré le soir même, je l'appelais. Le président Eyadema Gnassingbé prenait son téléphone lui-même. Je l'appelais au camp, il prenait le téléphone lui-même. Soyez le bienvenu, Monsieur le Président, je souhaite vous voir. Il me proposa de passer le lendemain à 7h13. Alors, je me suis présenté à 7h13. On a recommencé les discussions sur Maître Agbouibo jusqu'à ce qu'il lâcha. Je ne te dis rien de précis, je ne te promets rien, mais on va voir ce que cela va donner. J'ai compris qu'il allait élargir le président national du CAR. En effet, moins de 8 jours plus tard, Maître Apollinaire m'a dit Agbouibo sera libéré. Il viendra, donc Agbouibo, il viendra dans mon salon à Tocoin avec sa femme me remercier. On a bu à ce sujet du champagne. Le dossier de la libération de Maître Agbouibo a été quelque chose qui me coûtera très cher parce qu'une fois, la machine de la propagande du CAR était largement supérieure à celle de l'UTD pour me faire passer les nouvelles. Cette machine avait le talent de vous mettre toujours en posture de coupable et de fautif. À chacun son don. Et Eyadema Gnassingbé a toujours pensé que, voilà. Donc, voilà un autre aspect que je vous ai lu. Donc, il y a plein d'autres aspects dans ce livre-là que je partage avec vous. Et je pense qu'on a suffisamment plus du temps. Et ce livre, vous pouvez le trouver. Il y a de très, très, très bonnes révélations pour vous permettre de comprendre dans notre pays, parfois, le jeu politique. Pour comprendre comment les gens, ils se détestent cordialement sur la place publique, mais parfois, ils sollicitent le soutien des uns des autres quand ils ont des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui les lient. Il y a des histoires de famille, il y a des réseaux de groupes dans lesquels ils sont. Et pendant qu'ils se battent sur la place publique, vous allez croire que ce sont des gens qui se détestent à mort. Mais parfois, c'est des gens qui ont des rencontres, des discussions. Moi, j'ai interrogé Demkodjo, je suis le dernier journaliste à avoir fait un interview Demkodjo, et je lui ai posé cette question. Ça n'a pas été abordé dans l'interview, mais il me l'a dit. Il a dit, oui, il est venu ici, j'ai tout fait. C'est lui-même qui m'a sollicité, j'allais le voir en prison. Il était dans une situation difficile. Mais publiquement, il n'a pas voulu dire à ses militants que j'ai joué un rôle dans sa libération. C'est normal, c'est la politique. Et donc, il est venu à la maison, me remercier avec sa femme. Il est resté là, on a bu du champagne ensemble. Et voilà, que c'est ça la politique, la vie parfois qui échappe aux êtres humains. Donc, quand j'ai fait cette interview avec Demkodjo, il me l'a confirmé et j'ai compris beaucoup de choses. Donc, ce livre-là, il faut quand même le lire, il faut quand même le prendre. Les mémoires, c'est ce qu'il y a de plus inaltérable. C'est-à-dire, la mémoire est conforme à ce que le gars a fait tous les jours. Et donc, c'est des notes, c'est des notes authentiques, des faits qui se sont passés. C'est comme moi, quand je rencontre quelqu'un, je prends toujours des petites notes le soir quand je reviens à la maison, un bon historien, je prends toujours des petites notes, je les garde. Et demain, pour que je me souvienne à quelle période j'ai fait telle chose, j'ai été ici, telle personne a dit ça, j'ai écouté, j'ai enregistré. Vous voyez. Et donc, les mémoires de Demkodjo, l'homme, celui qui voulait changer l'Afrique, c'est un très très bon livre, surtout la partie indépendance. Comment est-ce que les gens se sont organisés pour faire venir Eyadema au pouvoir et comment Eyadema leur a échappé. Et comment est-ce que Eyadema a commencé par les tuer un à un. Et à partir du moment où ils ont compris que Eyadema ne pouvait pas leur remettre le pouvoir, alors que c'est eux qui l'ont fait venir au pouvoir parce qu'ils considéraient Eyadema comme quelqu'un qui pouvait contrôler. Et comment est-ce que ces familles sont toujours liées jusqu'à ce jour et qu'il y a des passerelles. Qui a des passerelles. Je viens de parler tout à l'heure de Demi Vedor, des Amados Dioko. Et vous allez voir tout ce que Demkodjo a dit ici sur le père de Sina Lawson, Francisco Lawson, celui qui a bâti le camp, c'était un génie militaire, celui qui a bâti le camp Landia, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils ont fui le Togo avec ses enfants et avec comment est-ce qu'il y a eu un certain nombre de choses, tous les événements qu'il y a eu au Togo, dont il était au courant. C'est quand même un bijou ce livre-là qui permet de se ressourcer sur les événements et de comprendre aujourd'hui ce qui se passe sur la scène politique et pourquoi parfois il y a des choses qui se passent et qui nous échappent. Parce que les liens de sang, les liens de famille sont plus forts que certaines choses. Vous comprenez? Donc, voilà. Et si tous les Togolais, les hommes politiques togolais qui partent les uns après les autres peuvent laisser leur mémoire, ce serait intéressant. Et Demkodjo dit ici, comment est-ce que, bon, il était en confrontation avec Agbouibo tout le temps. Comment est-ce qu'il a acheté un collaborateur d'Agbouibo? Il a réussi à acheter un collaborateur d'Agbouibo à qui il a donné 5 millions pour que ce collaborateur puisse lui fournir des preuves compromettant sur Agbouibo. Sur comment Agbouibo avait des relations avec Eyadema, Agbouibo faisait des trucs avec Eyadema, il allait chez Eyadema. Et ce collaborateur lui a donné des documents vraiment compromettants sur Agbouibo. Il a donné à ce collaborateur 5 millions. Et ce collaborateur, c'est celui qui tenait le sac d'Agbouibo. Vous voyez? Et donc, il y a beaucoup de choses en politique. Il y a beaucoup de choses en politique. Il a parlé aussi des journalistes qui tiraient sur lui, qui étaient envoyés par Agbouibo, qui tiraient sur lui. Comment est-ce qu'il les a rencontrés? Comment ces journalistes ont retourné leur plume contre Agbouibo? Lucien Messon, qui est ici, il en a parlé. Il a parlé de Philbert Atisso. Il a parlé de pas mal de gens. Et les circonstances dans lesquelles il a rencontré ces gens-là, ce qu'ils ont fait ensemble et tout. Il a parlé de comment est-ce qu'ils se sont battus aussi avec Voulé Fititi, qui a été missionné par Eyadema pour voir comment ils vont pouvoir récupérer le Togo britannique, mais en douce.
Et donc, il m'a donné de l'argent à Voulé Frititi, qui réunissait à Palimé les chefs de la Volta Ridine, qui étaient très entretenus par les Yadémans, pour voir comment ils allaient pouvoir mettre la main pour récupérer le Togo britannique. Et il a parlé de ses relations avec Gilles Christ, qui ont commencé depuis Paris. Et déjà dans les années 60, il travaillait avec Gilles Christ, il était habitué à leur maison, il allait jouer au tennis dans leur maison, il connaissait bien Sylvain Solimpio, il voyait Sylvain Solimpio venir aux réunions chez Ben Apalo, il nettoyait le vélo. Et donc, tout ça, c'est très, 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 très intéressant. Il a parlé de Jean-Lucien Sané-Tové aussi, ouais, son père et Jean-Lucien Sané-Tové aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais mettre fin à ce live-là. C'est le premier d'une série de live. Dès que le livre sera remis, vous le verrez certainement dans. Je ne sais pas quelle librairie fonctionne encore à Lomé aujourd'hui. C'est Bon Pasteur, c'est ça? Librairie Bon Pasteur. Et comme je le disais tantôt, moi, je me rappelle qu'il y a des questions que moi j'ai eu à poser à Bouibo parce que moi j'étais très, 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 très direct avec certains opposants quand j'apprenais des choses. Et Bouibo aimait être taquiné. Et donc, Et donc, sur l'affaire, je vous ai dit que je lui ai posé des questions sur l'affaire de Dempodio, mais aussi sur l'affaire du Gabon. Quand Gbagbo était Premier ministre en 2017, Gbagbo était vraiment quelqu'un qui était aimé par Bongo Père, parce que Bongo Père était convaincu qu'Gbagbo avait des pouvoirs surnaturels. Gbagbo lui a amené quelques féticheurs là-bas pour faire des consultations. Vous vous rappelez qu'on disait qu'Gbagbo avait disparu avec le fauteuil d'Yadima. Donc, Bongo croyait à ça. Et comme tous les chefs d'État africains sont dans le mysticisme, Gbagbo a amené quelques féticheurs là-bas au Gabon pour faire des consultations pour le dieu Bongo. Et Bongo a beaucoup joué, a beaucoup pesé dans la balance en 2006 pour qu'Gbagbo soit Premier ministre, parce que les autres avaient plutôt le soutien de Blaise Compaoré. Les Ninavi et les gens de l'UFC, c'était beaucoup plus Compaoré, mais c'est Bongo qui a beaucoup joué pour qu'Gbagbo soit Premier ministre. Et quand Gbagbo est devenu Premier ministre, il est allé chez Bongo, Bongo lui a envoyé un jet privé, et en revenant, Bongo lui a donné l'équivalent de 1 milliard. Et donc, cette information avait fuité. Et merde. Alors, cette information avait fuité. Et moi, je suis parti voir Gbagbo. J'ai dit, mais maître, il y a quelque chose là que les gens racontaient, c'est vrai. Tout ça. Ah, tu as encore appris ça? J'ai dit, mais il y a des choses qui circulent. Et il m'a confirmé à demi-mot et j'ai beaucoup souri. Et donc, voilà. Donc, Gbagbo, c'était quelqu'un d'assez abordable. Il était avec ses forces et ses défauts, mais très intelligent, mais abordable. Il n'était pas rancunier. Tu lui poses, tu lui demandes des choses. S'il veut te dire, il va te dire. Et voilà. Donc, j'espère que lui aussi, il a laissé ses mémoires. Il a laissé ses mémoires qu'on va pouvoir lire. Et voilà. Qu'on va pouvoir lire. Et à l'époque, quand je disais ces choses-là, c'est ces militants qui m'insultaient. Et quand ils ont fait la session, ils sont venus me dire, ah, c'est vrai ce que je disais. J'ai dit, bon, voilà. Mais bon, voilà. Il était quelqu'un de bien, très engagé aussi, mais bon, mais avec ses forces et ses défauts, quoi. Voilà. Donc, voilà. Voilà la classe politique togolaise. J'espère que vous aurez ce livre-là et le lire aussi. Ouais, Bito Kotipo est décédé, c'est moi-même qui l'ai annoncé aujourd'hui sur ma liste de diffusion le matin très tôt. Et donc, voilà. Je vous recommande ce livre-là. Et les premières pages vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Merci à vous tous. Merci pour ce moment de plaisir et de partage. Ce que nous devons je vais conclure ce live, ce que nous devons pour notre peuple, c'est la vérité. Ce que nous devons pour les Togolais, c'est la vérité. Si nous ne sommes pas capables de dire un certain nombre de vérités au peuple togolais, demain sera plus compliqué qu'aujourd'hui. Celui qui dit que demain, il n'y aura pas de problème à personne, non. Il y aura des problèmes, mais ce sera la capacité des futurs dirigeants à gérer les problèmes. Fort, lui, finira pas partir. Fort, aujourd'hui, il est dans une situation inconfortable. La solution viendra de quelque part, forcément. La solution viendra de quelque part, d'une manière ou d'une autre. Lui-même, il le sait. C'est pour ça qu'au pays, il est barricadé, ils sont avec des hélicoptères, des voitures, des armes partout. Ce n'est pas quelqu'un qui est serein. Et dans cette région-là, il est isolé. Il le sait aussi, parce qu'il a fait des alliances contre la nature. Aujourd'hui, il est isolé. Et il sait que personne n'accepte ce qu'il est en train de faire. Et que ça ne peut pas durer le plus longtemps possible. Mais les Togolais doivent se préparer. Et ça passe par notre capacité à anticiper. Et comme je l'ai dit tantôt dans le live, si nous passons 63 ans avec les Gnassingbé, dans les difficultés, avec tout ce qu'on a connu, si après les Gnassingbé, on n'arrive pas à stabiliser le pays, alors on aura tout perdu. Et les Gnassingbé sont en train de poser des balises pour que demain le pays aille dans tous les sens. Vous ne le voyez pas. Avec tout ce qu'ils laissent faire, ils laissent les choses faire dans le pays. Ils laissent tout le désordre s'installer dans le pays. Ils bradent le pays aux étrangers. Tout ça, c'est pour créer des problèmes demain. Et donc, il doit y avoir des gens qui réfléchissent à anticiper tout ça. Sinon, ça va être très compliqué. Le Togo n'est pas un pays très grand. C'est un pays qu'on peut rebâtir rapidement avec sa diaspora qui est très forte sur le plan économique. C'est un pays qu'on peut maîtriser facilement. Il suffit de faire de grandes routes. Et imaginez la côte togolaise, c'est 50 km. Et quand vous parcourez le Togo du sud vers le nord, la partie la plus espacée, c'est peut-être 150 ou 200 km. Quand on parle de Badou, à Nambeto, je pense que c'est 150 km ou 200 km. Ou 250 km. Donc, c'est un espace facile à maîtriser. Il suffit de faire de grands axes routiers et de développer les villes de l'intérieur pour que le pays puisse renaître. Avec une diaspora aussi forte, qui a un pouvoir financier aussi fort, le pays va se relever rapidement. Mais l'inquiétude, c'est la politique. C'est les gens qui vont prendre ce pays après. Qui sont-ils? Comment s'organisent-ils? Sont-ils des gens qui comprennent ce que c'est qu'un État? Ils prennent de la hauteur pour nettoyer le pays? Ou c'est des gens qui vont aussi essayer de venir manger? C'est ça la question. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler à tout ça. C'est aujourd'hui qu'il faut informer les Togolais à tout ça. Qu'il faut travailler à tout ça.
Et c'est tous ceux qui aspirent demain à jouer un rôle dans la société qui doivent commencer par travailler. Le temps que les gens prennent pour insulter, il faut réfléchir, il faut travailler, il faut concevoir, il faut anticiper. Fort aujourd'hui, il est dépassé. Le pays est bloqué. Il ne peut rien faire. Il ne peut plus rien faire. Il est écrasé par la dette. C'est pour ça que tous les chantiers sont à l'abandon. Aujourd'hui, tous les chantiers sont à l'abandon. Il ne peut plus rien faire. Une grande partie de l'argent, il le prend pour payer la dette. L'autre partie, c'est alimenter ses voyages. Et tout le système sécuritaire. Parce qu'il est prêt à dépenser tout l'argent du pays pour sa sécurité. Donc, il n'y a plus d'argent pour développer le pays, pour les infrastructures, pour rien du tout. Les rares choses qu'il va faire, c'est des choses approximatives. Vous voyez? Et donc, le pays ne peut reprendre du souffle que quand ce régime ne va plus être là. Mais si on ne fait pas attention, ça peut aller dans tous les sens. Et c'est ça que les gens ne voient pas. Nous, on essaie de prêcher dans le désert. On fait notre part. Si demain on n'est pas là, au moins les gens sauront que nous avons dit quelque chose. Nous avons prévenu, on a anticipé. Donc, je tiens à vous dire vraiment merci. Merci pour ce moment de partage. Et merci d'avoir pris de votre temps pour assister à ce long live de retour. Et comme j'ai eu à le dire, je reviendrai dans d'autres lives pour d'autres détails. Il y a plein de sujets que j'ai reçus, que je n'ai pas pu développer. Je pense que d'autres jours, je vais revenir là-dessus. Et on verra ce que ça va donner tout ça. Et priez aussi pour nous, parce que ce n'est pas évident. C'est aussi, ça se joue aussi sur le plan spirituel. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a énormément de choses qui se passent. On a nos amis du M66 qui sont tout le temps mis à l'épreuve, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut vraiment prendre ça aussi sur le plan spirituel. Donc, il faut se préparer à tout. Il faut se préparer à tout parce que ce qui embête sérieusement aujourd'hui le régime, c'est ce qui ouvre les yeux des Togolais sur les limites de Faure Gnassingbé. Et c'est ça qui les énerve. Et c'est ça qu'ils ne conçoivent pas. Et c'est ça qu'ils n'acceptent pas. Ils ont tenté plusieurs fois d'acheter des gens parmi eux. Ça n'a pas marché. Après, ils utilisent d'autres méthodes. Je voulais au passage saluer notre frère Amron et lui dire que moi j'ai suivi après en différé son live. On le remercie pour ce qu'il a fait. Le choix qu'il a fait aussi, on le comprend. On ne va pas lui jeter la pierre. En tout cas, moi personnellement, je ne vais pas lui jeter la pierre. Il a vécu des événements difficiles. Il a été à l'épreuve. Ils ne l'ont pas fait cadeau. Et donc tout ça, c'est compréhensif. Mais je voudrais juste lui dire en conseil que ces gens-là, ils aiment vampiriser les gens. Et ils n'aiment pas les méthodes douces. C'est des gens qui vampirisent les gens. Ils vont te faire croire à des choses. Le plus important pour eux, c'est de te fragiliser dans l'opinion. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi-même qui parle aujourd'hui, si demain je change de langage, je commence pas à bien parler de Faure Gnassingbé, c'est tous ceux qui m'insultent aujourd'hui qui vont commencer à m'apprécier. Les petits de Uni, là, on dit ah, Ferdinand bon, Ferdinand revient à la raison, parce qu'ils sont en train de m'apprivoiser. Et quand ils vont finir de m'apprivoiser, ils vont me vampiriser. C'est leur méthode. Si demain je cherche même 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions, ils vont me donner facilement. Si je leur demande de m'amener une fille du Brésil, je vais passer une nuit au dernier étage de février, ils vont faire venir la fille. Et quand ils vont bien s'assurer qu'ils m'ont eu, ils vont enlever l'ascenseur, l'escalier, je resterai là-bas, je vais tomber. C'est comme ça qu'ils opèrent. Donc il ne faut pas croire que c'est des enfants de cœur. C'est des gens qui sont extrêmement méchants et qui se vengent toujours de ceux qui, à un moment donné, les ont défiés. Tous ceux qui ont défié Yadima, quand les gens là sont retournés vers Yadima, ils les a tués tous. Le fils, pareil. Les logos de suivi sont rentrés, ils sont morts. Donc, il faut le savoir. Il faut savoir que c'est des gens qu'il ne faut pas cadeau. Si tu veux les affronter, tu restes toi dans tes bottes jusqu'au bout. Tu meurs dans la dignité. Il n'y a pas de demi-mesure avec ces gens-là. Parce que quand eux vont t'attraper, ils ne te feront pas de la demi-mesure. Donc, il faut rester dans tes bottes. Donc, nous prions pour toi aussi, pour tout ce que tu as fait. Et j'espère que c'est cet aspect de conseil que je tiens à te donner. Moi, je te comprends, je comprends ton repositionnement, mais il faut savoir que ces gens-là, ils ne font jamais de cadeaux. Jamais de cadeaux. Si tu es contre eux, reste dans ta position jusqu'à la fin de ta vie. Au moins, tu auras le mérite d'avoir mené le bon combat, tu mourras dignement. Mais que des gens ne viennent pas te dire, ah oui, on comprend, on va faire ça, on va faire ça. Ils vont te vampiriser. Et quand tu ne seras plus rien, ils vont te jeter. Et ce sont les gens qui vont se moquer de toi. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire avec les gens. Ils l'ont fait avec des journalistes, ils l'ont fait avec les hommes politiques. Observez que tous les hommes politiques qui se sont approchés du FPT Unir, ils les ont vampirisés tous. Ils les ont vampirisés tous. Que ce soit directement ou indirectement, ils les ont vampirisés tous. Ils ont profité pour les affaiblir, détruire leur parti politique. Il suffit d'une photo, il suffit d'une rencontre, il suffit, je ne sais pas, quelque part, qu'on projette ça dans l'opinion, que ça commence par aller dans tous les sens. Donc voilà ce que je voulais partager avec. Ce sont des rancuniers éternels. Ce sont des rancuniers éternels. Jésus-Christ est devenu l'ombre de lui-même aujourd'hui. Il ne peut même plus rien faire. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà. Donc, bon courage à toi, bon courage à tout le monde, ceux qui font un travail inestimable sur la toile, ceux qui dénoncent la gabegie, les travers de ce régime, le manque d'eau, les infrastructures. C'est ce travail-là que nous devons faire tous les jours, jusqu'à ce qu'une solution arrive. On n'a pas le temps à perdre dans les histoires sans tête ni queue. C'est ce travail de conscientisation qu'il faut faire tous les jours. C'est ce qu'il faut faire tous les jours. Donc, on n'a pas le temps. Donc, restez focus. Quelqu'un t'insulte, quelqu'un dit quoi, il faut fermer les oreilles et avancer. Il y aura toujours quelqu'un qui dira que tu es un chroné. Il y aura toujours quelqu'un qui dira que tu as les oreilles comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui dira que tu as ci, tu as ça. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le travail que tu fais pour les Togolais. Moi, si les gens m'admirent tant au Togo, c'est parce que je parle de tous les Togolais. J'évoque les problèmes de tous les Togolais. C'est-à-dire, chaque Togolais qui prend son téléphone portable, il voit que je parle de son problème. Donc, c'est naturel. Les gens vont m'apprécier. Donc, je ne perds pas le temps à faire autre chose. C'est ce travail-là que certains devaient faire, mais ils ne l'ont pas fait pendant des années. Et ils ont perdu du terrain. Et là, même, ils ne comprennent pas qu'ils peuvent le refaire pour regagner l'estime du peuple. Ils sont dans les histoires sans tête ni queue. Donc,
c'est le travail. Quand je parle d'un pont qui est à Tchamonga, je ne connais personne là-bas. Mais je suis sûr que les gens qui sont de Tchamonga, ils ont des téléphones portables. Ils ont des associations, les gens de Tchamonga, ils ont des forums WhatsApp. Ils vont regarder ça dedans. Ils vont dire, ah, le journaliste là parle de nous. Quand je parle des routes qui sont à Dani, qui ne sont pas bitumées, les gens de Dani vont regarder, ils vont dire, ah, il parle de nous. Là, tu deviens l'homme du peuple. Parce que ce dont personne ne parle, c'est toi qui le fais. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire pour gagner l'estime des gens. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai des intentions politiques, je le fais parce que je prends plaisir à le faire. Donc, si vous perdez le temps dans les histoires sans tête ni queue, personne ne vous appréciera. Sortez des sentiers battus et parlez des problèmes des Togolais. Allez, merci à vous, merci infiniment. Peut-être que maintenant que j'ai repris, en semaine, on fera peut-être de la catéchèse. Mais là, on fait la grande messe de dimanche. Peut-être dans la semaine, s'il y a des sujets qui arrivent, on pourra faire la catéchèse. J'ai dit que je vais revenir sur le problème de Mme Onyakade. Il faut que j'en parle avec Omolu, il faut que j'en parle avec insistance, il faut qu'on en parle. Je reviendrai en semaine sur le cas, je reviendrai en semaine sur la situation des étudiants et l'avenir de tous ces étudiants-là. Il faut qu'on parle des chiffres et qu'on se projette dans l'avenir. Il faut qu'on parle des chiffres. Vous avez 61 000, 71 000 étudiants sur le campus de Lomé. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans? Aujourd'hui, les histoires de l'auto-visa ne sont même plus possibles. Les visas, c'est incompréhensible, c'est difficile. Vous avez 71 000 étudiants dans une université publique. Je ne parle pas encore des privés. Vous avez presque 20 000 étudiants à l'université de Canada. Qu'est-ce que ces gens vont devenir? Les gens doivent se projeter dans l'avenir, faire des projections, faire des analyses, économie, sociale et tout ça. C'est très important. Vous savez, ce que les Blancs ont de différent de nous, c'est qu'eux, ils sont dans la projection. J'ai vu ici, en France, et même dans les journaux allemands, et je vais terminer par là, pour de bon, j'ai vu en France et dans les journaux allemands, vous savez que c'est l'année passée, en 2025, le Nigeria a eu 7 millions 600 et quelques mille naissances. Il y a eu plus de 7 millions de naissances, 7 millions 600 et quelques mille naissances au Nigeria, en une seule année. Et donc, eux ici, ils ont fait des articles pour dire le Nigeria à lui seul a fait plus d'enfants que l'Europe et la Russie réunis. Le Nigeria seul a fait plus d'enfants en une année que l'Europe et la Russie réunis. Eux, ils se projettent déjà en disant, mais ces gens-là, le rythme auquel ils font des enfants, demain, ils vont nous envahir. Parce que autant d'enfants qu'on fait, c'est des bouches à nourrir. Et si la situation dans les pays ne devient pas stable, les gens partiront en aventure. Et ça a été l'objet de beaucoup de journaux ici. Le Nigeria fait des enfants, mais c'est en Occident qu'on commande ce sujet-là. Alors, quand vous avez 71 000 enfants, 71 000 étudiants dans une université, et que le marché de l'emploi est très serré, vous devez vous inquiéter pour l'avenir de la jeunesse. Quand vous avez 71 000 étudiants dans une seule université, et que le marché de l'emploi devient problématique, vous devez vous inquiéter, vous devez travailler, et vous devez aborder les indicateurs économiques et vous projeter. Et demain, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Mais ces gens-là, on peut les utiliser aussi pour prendre le pouvoir. Vrai ou faux? Ces 71 000 étudiants, si on est stratège, on peut les utiliser aussi pour embêter le pouvoir. Vrai ou faux? C'est vrai? C'est vrai. On peut utiliser leur cas pour embêter le pouvoir. Il suffit de travailler, il suffit d'avoir des idées, il suffit d'être ingénieux. Il suffit de savoir de quel bout du fil qu'il faut prendre. Il faut travailler. Bonsoir chez vous. On va passer la chanson de Sassou Koudou pour vous dire bonsoir. Le comédien Tayo, je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'il est libéré ou s'il est en prison. S'il n'est pas libéré, je vais parler prochainement de son cas. Je vais beaucoup parler de son cas. Le comédien Tayo, il a été arrêté à Kanté, je pense. Je vais parler de son cas aussi. Tous ces cas-là qui sont en suspens, je vais en parler largement. Ne vous inquiétez pas. Je suis venu en forme. Ne vous inquiétez pas. On va continuer. Merci à vous tous. Technique, si on peut boucler finalement le live. Demain, on a des choses à faire. Je ne sais pas si il y a une information de dernière minute que vous voulez me passer. On n'a pas abordé la question de l'eau. Bon, c'est partout dans le pays. Il y a le journal La Dépêche qui a fait une très bonne une la dernière fois sur la question de l'eau. Ça concerne tous les Togolais. C'est vraiment dommage. Mais on en reparlera. Et voilà, il faut que le peuple togolais ait au moins des porte-parole. Il faut que le peuple togolais sente qu'il y a des gens qui sont prêts à porter ces revendications. Et ça, c'est important pour les conscientiser, pour les rassurer, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas abandonnés. Ça, c'est très important. Et donc, c'est ce travail-là que nous devons faire. Nous qui avons accès aux réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus faire des meetings, les médias sont traqués. Et nous qui sommes à l'extérieur, c'est ce travail-là que nous devons faire. Parce que le taux de pénétration de l'Internet est très fort au Togo. Donc, beaucoup de gens ont des Android, donc les gens viendront voir après les vidéos. C'est très important que nous fassions ce travail-là. Donc, merci à vous tous. Technique, on va finir. Sinon, on ne va jamais y arriver. Merci.